Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir au sommet du Mont Poupée, sur les hauteurs de Salins-les-Bains, dans le magnifique département du Jura. Nous allons vivre ensemble le Tour cycliste du Jura, manche de la Coupe de France, comme la classique Grand Besançon-Doubs hier et comme le Tour du Doubs demain. Et pour cette deuxième manche du triptyque comtois, Christophe Riblon, on attend à ce que les hommes forts d'hier brillent à nouveau aujourd'hui. Oui Jérémy, on attend tout simplement aujourd'hui la revanche de Clément Berthet sur Guillaume Martin. Et hier, Clément Berthet très déçu à l'arrivée, seulement 3e. Aujourd'hui, il a à cœur de prendre sa revanche sur un parcours qui tous les ans réussit aux Français. Guillaume Martin, Clément Berthet et un peu plus de 100 coureurs se sont élancés en fin de matinée des forges de Frézan dans le nord du département. Ils vont sillonner ce département du Jura jusqu'à nous rejoindre ici au sommet du Mont Poupée. Je vous propose de découvrir ensemble le parcours de cette édition 2025 du Tour du Jura. 176 km 400 au programme de ce Tour du Jura. Un dénivelé positif de 3000 mètres. 3000 mètres, c'est comme une étape de montagne. On va le voir sur le profil. Vous allez voir, il y a beaucoup de difficultés, notamment concentrées sur la fin du parcours. Les 70 derniers kilomètres, ça n'arrête pas de monter, de descendre. On aura la côte de Chameau, on aura la côte de Thésy, la côte de Bracon. Et ensuite, à nouveau la côte de Chameau qui va s'enchaîner avec la montée finale vers le Mont Poupée. Oui, c'est très dur aujourd'hui. Alors, plus de 3000 mètres de dénivelé aujourd'hui qui s'ajoute aux 2800 d'hier. Ce triptyque comtois est particulièrement difficile pour les coureurs avec 3 jours très accidentés, avec des parcours avec beaucoup de dénivelé qui sont proposés aux coureurs de ce Tour du Jura, avec Christophe, 4 hommes qui ont pris les devants depuis quasiment le départ. 4 hommes, et on retrouve comme hier la Visma Lease Bike, l'une des principales équipes de ce plateau du Tour du Jura, qui a envoyé un jeune coureur à l'avant. Ouais, on a 4 hommes, un coureur de la Visma Lease Bike Team Rex, donc, qui est à l'avant, un jeune coureur de cette équipe qu'on découvre. Christian Odeking aussi, qui est là pour l'équipe Unipet Tietema. Jaakko Hänninen, qui lui est là pour l'équipe Nice Métropole. Et ensuite, on a Yann Sommer, qui est là pour l'équipe My Velo Pro Cycling Team. Donc voilà, une échappée qui s'est constituée de bonne heure. La vraie échappée matinale, un scénario assez classique. Et puis derrière, un peloton, j'allais dire emmené pas par qu'une équipe, emmené par plusieurs équipes, parce qu'on arrive dans un moment important. Là, on va arriver dans les principales difficultés du parcours. Et du coup, devant, tout le monde est vigilant, tout le monde est à l'avant. Et on voit bien que là, les trains sont bien constitués. Oui, vous avez vu sur le parcours qu'on vous a présenté il y a quelques minutes que les coureurs faisaient d'abord une boucle autour de Frézan, où a été donné le départ en fin de matinée. Une boucle dans le nord du département. Et puis là, ils sont en train de rejoindre Salins-les-Bains pour une boucle finale avec plusieurs difficultés qui vont s'enchaîner dans quelques kilomètres. C'est simple, ça n'arrêtera pas de monter, puis de descendre, puis de remonter, puis de redescendre. Oui, sur les 3000 mètres de dénivelé positif proposés aux coureurs aujourd'hui, il y en a 2500 qui sont quasiment dans les 80 derniers kilomètres. Donc voilà, la première partie du parcours, c'était la plus facile. C'était relativement plat. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le dur de ce Tour du Jura. Et alors qu'on découvre sur ces images aériennes la magnifique saline royale d'Arquesnan. Les coureurs viennent d'y passer. Il s'agit d'une ancienne manufacture de sel commandée par Louis XV. C'est l'œuvre de l'architecte visionnaire des Lumières Claude Nicolas Ledoux. La saline royale d'Arquesnan est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle avait été construite pour produire le sel en provenance de Salins-les-Bains, où il y a les mines de sel, on verra tout à l'heure. Et cette saline royale d'Arquesnan n'a été en fonctionnement que quelques années finalement, puisque Ensuite, le sel marin a remplacé le sel qui venait des mines de sel, et aujourd'hui elle est absolument remarquable, complètement rénovée, et c'est un des hauts lieux touristiques de la région. Alors qu'on le voit, Christophe, vous le disiez, il y a déjà les principales équipes de ce Tour du Jura qui mènent la danse dans le peloton. Il faut dire que
nous aurons très certainement un combat entre ceux qui se sont affrontés hier sur les pentes de la Malate pour la classique Grand Besançon Doubs, avec la victoire de Guillaume Martin pour la Groupama FDJ. Aujourd'hui, c'est encore une arrivée au sommet. On voit les images d'hier. Guillaume Martin qui, sur les pentes de la Malate, a fait la différence très tôt dans les pourcentages les plus durs et qui a résisté jusqu'au bout, au retour notamment de Clément Berthet, qui était le local de l'étape, puisque Clément habite Montfaucon sur les hauteurs de Besançon. Et Guillaume Martin qui s'est imposé et qui garde en quelque sorte le titre de cette classique Grand Besançon Doubs dans son équipe Groupama FDJ, qu'il a rejoint à l'intersaison, puisque l'an passé, c'est Lenny Martinez qui s'était imposé au sommet de la Malate. Et pour le Tour du Jura, c'est aussi un Groupama FDJ qui s'était imposé, c'était David Gaudu. Et Guillaume Martin, il aimerait bien faire le doublé. Eh ben oui, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein. En tout cas, quand on regarde sur le papier, c'est ce Tour du Jura qui lui correspond le mieux. Donc on peut tout à fait imaginer à nouveau une victoire de Guillaume Martin aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est le grand favori avec Clément Berthet. Oui, parce qu'hier, il a surtout montré qu'il était très fort physiquement. Il y a une victoire tactique de la Groupama FDJ, mais il y a aussi une victoire physique. Oui, il y a une victoire physique, parce que tout simplement, on l'a vu hier, il a attaqué de très loin. Et moi, c'est la première fois, et d'ailleurs c'est la première fois qu'en attaquant aussi loin, on arrive à aller au bout, à l'arrivée. Alors que là, sur nos images, hein, Jakob Schmidt, il est en train de se faire distancer. Et oui, parce qu'on vient d'attaquer la côte de Chameau. C'est une nouveauté du programme de ce Tour du Jura. Et vous voyez le coureur de MyVelo, l'équipe allemande, qui est distancé dès les premiers hectomètres pentus. Et là, on va surveiller ce qui se passe dans le peloton. Parce que vous allez le voir, ça va être une épingle. Là, ils sont sur une grande route. La grande route qui monte vers Salins. Mais juste avant Salins, il va falloir freiner et prendre à gauche, en épingle, vers la gauche. Et là, ça monte d'un coup avec un énorme changement de braquet. Et on l'a vu en plus, une route beaucoup plus étroite que la route où est actuellement le peloton, d'où l'importance du placement. On en a beaucoup parlé et on y reviendra. Hier, Clément Berthet a fait une erreur de placement. Je pense qu'aujourd'hui, on va corriger ça. Et regardez, hein, la largeur de la route, hein, c'est une voiture. Hein, donc rien à voir avec la grande nationale où est actuellement le peloton. La guerre de placement dans le peloton. Là, on est encore avec les trois coureurs. On voit la difficulté de cette pente-là dans les vignes. Alors, vous voyez, hein, le maillot jaune, c'est le coéquipier de Kian Uijtebroeks, le jeune leader belge de cette équipe Visma Lease a Bike. C'est Tim Rex. Il est belge, il a 21 ans et il appartient à l'équipe développement de la Visma Lease a Bike. Allez, là on retrouve le peloton, ça accélère. Là. Tout le monde est là. CICU Nantes, Visma Lease a Bike, Uno X, Decathlon S2A à la mondiale. Là on a retenu la leçon d'hier. Hein. Il faut absolument être bien placé. La Total Energy, c'est Geoffrey Soupe qui est en train de rouler pour la Total Energy en tête. Et on a vu les Cofidis aussi. Et on passe au-dessus de l'ancienne voie ferrée, virage à gauche. Et là, il ne reste que quelques centaines de mètres avant d'escalader le vignoble, parce que vous allez le voir, on va traverser les vignes. Le Jura est aussi un département viticole, c'est un des plus petits vignobles de France, mais les vins du Jura sont très appréciés. On m'a vanté les mérites d'ailleurs du vin de Chameau dont nous allons traverser les vignes. Et vous allez voir, la côte de Chameau, elle porte bien son nom quand on est coureur cycliste. Voilà, on l'a vu de là-bas au fond, les véhicules. Là, on va bientôt tourner à gauche pour le peloton. Dans 400-500 mètres, on y est, moins de 30 secondes. Et là, on a à l'avant Jaakko Hänninen qui déjà éprouve quelques difficultés là. Donc Jaakko Hänninen, c'est le coureur que vous voyez, Dossard 134 de Nice Métropole Côte d'Azur. Finlandais, 27 ans, il est passé par l'équipe Decathlon AG2R et puis il est aussi passé par l'équipe locale de l'AC Byzantine il y a quelques années, alors que c'est les Cofidis. Et ouais, regardez, pied à terre, à la corde, ouais. Pardon, hein, on met pied à terre à la corde, il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est tellement étroit, tellement serré ce virage. Et oui, les Cofidis qui, eux, font la bonne opération, hein. Ils ont entamé bien à l'avant cette côte
de Chameau. Les Cofidis qui n'ont pas dans leur rang les principaux favoris, mais qui ont un collectif très homogène avec l'Allemand Bourman, avec l'Espagnol Herrada qui s'est déjà imposé à plusieurs reprises sur le triptyque comtois. Et puis aussi le Belge Sylvain Moniquet qui fait une belle place d'honneur hier lors de la classique Grand Besançon-Doubs. Alors que c'est parti, s'en vont deux hommes désormais, Rex de la Visma Leasebike et Eking pour Unibet. Jaakko Hänninen qui coince à l'avant. Et là derrière dans le peloton, eh ben, c'est Benjamin Thomas qui est en train d'emmener là pour l'équipe Cofidis. Et regardez encore une fois hein, l'équipe Saint-Michel, préférence Aubert 93. On est à l'avant, on est bien placé. C'est vraiment une équipe qui est... C'est très intéressant ce qu'ils proposent là depuis ce début d'année. Ils sont tout le temps placés, tout le temps à l'avant. Et au cœur de la course, juste derrière les échappés, on va retrouver Emilien Diaz. Emilien Diaz, je crois que vous suivez les hommes de tête. Oui, bonjour Jérémy, bonjour Christophe. Effectivement, on arrive en haut de la côte de Chameau, là derrière les deux hommes de tête. On vient de passer Hänninen, donc qui a été décroché. Je peux vous dire, ça monte très très fort dans cette... Il y a pas mal de monde aussi, hein, beaucoup de supporters jurassiens qui se sont massés dans cette côte pour encourager les hommes de tête et le peloton qui arrive pas très loin derrière. Donc voilà, on continue à suivre l'avant de la course, Jérémy. Avec, et ça peut paraître étonnant Christophe, l'équipe Saint-Michel qui emmène, c'est pas les favoris, mais eux ils savent se placer en tête de peloton pour aussi faire travailler les concurrents. Oui, c'est pas les favoris, mais c'est une équipe qui vraiment gagne à être connue. Hein. Depuis ce début d'année, elle est tout le temps à l'avant, elle essaye de rouler devant, elle essaye de proposer de la course à chaque fois. C'est une équipe qui est offensive. Là, c'était Van Niekerk qui est en train de rouler en tête de peloton. On l'a déjà vu hier dans la première ascension de la Malate, très à l'avant. Alors que là, on continue notre petit bonhomme de chemin à l'avant avec Christian Odeking et Tim Rex. Les deux coureurs qui ne vont pas attendre, hein, notamment Jaakko Hänninen qui s'est fait distancer. Et là on voit sur cette vue de côté là, hein, on imagine bien la pente, on voit bien que les coureurs n'ont pas une vitesse très élevée. Oui, et puis Saint-Michel, c'était Saint-Michel préférence au Aubert 93, s'était distingué notamment sur l'étoile de Bessèges en plaçant plusieurs hommes dans les 11 premiers. Alors attaque de Uijtebroeks. Ouais, Uijtebroeks, le jeune belge, le prodige belge qui est le leader de la formation Visma Leasebike sur ce triptyque comtois qui revient de blessure. Il a été plusieurs semaines sans faire de vélo suite à son abandon sur Tirreno Adriatico il y a quelques semaines en Italie. Il est là pour se tester, pour retrouver la forme Jan Uijtebroeks, et c'est lui qui a pris quelques mètres d'avance dans cette difficile côte de Chameau. Les Cofidis font le boulot pour revenir au train. C'est Bourman derrière qui est en train d'essayer de revenir. Voilà, Jan Uijtebroeks qui se teste, qui est là pour se faire plaisir, qui essaye, malgré le fait qu'il ait un équipier à l'avant, et derrière il dynamite un petit peu la course. Mais c'est bien joué parce que si ça sort, il a un équipier devant pour lui prêter main forte, pour lui prendre des relais. Eh bien, Jan Uijtebroeks qui est à l'avant. Je vous propose, Christophe, de l'écouter. On lui a tendu le micro ce matin. Encore une fois, il est en phase de reprise. Un peu déçu, hein, Visma Leasebike qui font figure d'épouvantail sur ce triptyque comtois. Et le premier homme, c'est Jan Uijtebroeks. Hier, à la Malate à Besançon, il a pris seulement la 32e place. Mais il avait le sourire ce matin, on l'écoute. Il y a des parties positives à prendre de les changements qu'on a fait, mais naturellement la forme n'est pas encore là, donc c'est pour ça que je suis aussi ici pour essayer de remonter un peu la forme. Oui, c'est ça qu'il faut vous souhaiter, que la forme aille s'améliorant au fil des courses. Oui, exactement, et aussi après ces courses, j'espère avoir une plus longue période d'entraînement pour vraiment améliorer la forme vers Tour de Suisse et tout ça. Oui, c'est maintenant vraiment tester comment le dos réagit. Et hier j'ai toujours mal, mais je pense que le nerf s'est pas coincé. Je voyais aussi que quand FDJ commençait à forcer la course, c'est encore plus vite pour le moment. J'ai pas l'explosivité au moment, mais après je pouvais rester à continuer mon effort et ça c'est déjà positif. Voilà Jan Uijtebroeks qui voit toujours le positif. Hein.
Ouais, bah, Kiana Uttebrox, il est toujours comme ça en interview. Hein. Tout va... Enfin, c'est pas que tout va bien, c'est qu'il a cette joie de vivre. Il est positif, il a envie d'avoir un discours positif. Il sent que ça va mieux sur son vélo, même s'il nous le dit, hein, c'est pas encore l'idéal. Mais voilà, on va vers de beaux jours pour Kiana Uttebrox. Et puis la Visma Lease Bike qui assume de venir avec autour de Kiana Uttebrox beaucoup de jeunes, à l'image de Team Rex que l'on voit à l'avant, et qui assume de tester comme hier, de mettre des hommes dans l'échappée et de tester ces jeunes. Et puis comme hier, Christophe, on va proposer aux internautes, aux téléspectateurs de vous poser des questions. Si vous avez des interrogations sur la course sur le vélo, n'hésitez pas à aller sur France.tv ou à aller sur le site internet de France 3 Région, ou tout simplement de scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Il y a un petit formulaire à remplir avec, par exemple, Christophe, Michel de Chalon-sur-Saône qui vous demande quel est votre favori question rituelle de début de retransmission. Eh ben, ça va être Clément Berthet pour aujourd'hui. Je sens que Clément est revanchard d'hier. Hier, s'il était beaucoup mieux placé au pied de la Malate, je suis persuadé qu'il pouvait rivaliser avec Guillaume Martin. Donc aujourd'hui, on va corriger ces erreurs de placement. On l'a déjà vu là, au pied de la côte de Chameau, on était bien placé pour la Décathlon AG2R à la mondiale. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que Clément Berthet va aller chercher sa première victoire. Clément Berthet, Guillaume Martin, évidemment, il a montré qu'il était très fort hier. Parmi les postulants au podium et même à la victoire, il y a aussi Jordan Gégat, évidemment. Il arrive deuxième l'an passé ici au sommet du Mont Poupée derrière David Gaudu. Il est quatrième hier. Il est en forme, Jordan Gégat. Ouais, Jordan Gégat, il est en forme. Hein. Il fait un très bon début de saison. Il était même au Tour du Pays Basque là, la semaine dernière, il fait 14e. Quand on fait 14e du Tour du Pays Basque, c'est une des courses World Tour les plus exigeantes, hein, les courses d'une semaine. Non, il est tout le temps placé depuis le début de la saison, il est tout le temps là, il est actif. Et regardez, bah, c'est pas fait exprès, hein, mais c'est son équipe qui est en train de rouler à l'avant de la course, à l'avant du peloton, pardon. Eh bien, Jordan Gégat, justement, on lui a tendu le micro ce matin au départ des Forges de Frézan. Je vous propose d'écouter la carte maîtresse de l'équipe Total Energy. Jordan, vous étiez top 5 hier. Le Tour du Jura vous réussit aussi. Vous avez fait deuxième l'an passé. Quelles seront vos ambitions aujourd'hui ? De faire mieux que l'année dernière, tout simplement. C'est l'objectif. Hier, on avait une des meilleures équipes, hier, je pense. L'équipe a fait un très gros travail et méritait une meilleure place. J'ai fait 4e, bon, il y a quelques regrets, mais voilà, ça reste une bonne place, même si l'équipe méritait mieux, et je vais essayer de faire mieux aujourd'hui pour les récompenser. La montée du Mont Poupée vous correspond mieux que la Malate hier ? Oui, je pense qu'elle me correspond mieux, puis la journée en elle-même est plus dure. C'est tout le dénivelé condensé sur la fin, et ouais, je pense que ça me convient mieux, ouais, à l'image de l'année dernière où j'avais fait un meilleur résultat aussi. D'ambitieux chez Total Energy et d'ambitieux dans ce peloton. Ça fait plaisir d'entendre un coureur comme ça qui répond que bah, il veut tout simplement faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, il a fait deuxième, donc voilà, bah, il affiche ses ambitions. Il vient là pour remporter ce Tour du Jura. Et regardez d'ailleurs, son équipe est en tête de peloton. Maintenant, on a plusieurs coureurs de son équipe. Donc voilà, bah, on va assumer ce statut de leader et cette volonté d'aller chercher la victoire aujourd'hui. On va continuer le tour d'horizon. Ils sortent de Saint-Thiébaut, qui était au sommet de cette côte de Chameau, qui est une nouveauté sur le Tour du Jura. On va continuer le tour d'horizon des favoris. On ne peut pas ne pas évoquer José Manuel Diaz Gallego. Il a pris une super deuxième place hier, Christophe, au sommet à Besançon. Et puis il a déjà brillé sur le Tour du Doubs l'an passé. Ces courses-là, elles lui conviennent. Ouais, il aime bien ces courses françaises, ces courses difficiles, exigeantes. Tous les ans, on a un coureur qu'on n'avait pas vraiment identifié qui vient se glisser sur le podium ou dans les 5 premiers, qui vient nous faire une surprise. Et ben, cette année, c'est José Manuel Diaz Gallego qui hier, j'ai bien cru qu'à un moment donné, ils allaient peut-être pouvoir même aller chercher Guillaume Martin. Sur le final, on l'a vu, il n'a pas relayé Clément Berthet. Peut-être que c'était une erreur. Il aurait peut-être dû relayer Clément Berthet. Il a absolument voulu assurer la deuxième place. Mais il y avait peut-être mieux à faire. Donc aujourd'hui, voilà, un coureur à nouveau à suivre. Et lui aussi, on lui a tendu le micro en espagnol ce matin. On va écouter José Manuel Diaz Gallego. Il répondait à nos questions au départ aux Forges de Frézan.
Sí, al final, segundo ayer, tercero el año pasado en la última clásica. Esperemos hoy poder completar un podio o incluso ganar y así poder completar un podio en cada una de las carreras. Oui, troisième l'an passé lors du Tour du Doubs, deuxième hier, j'espère briller aujourd'hui. A ver si hoy podemos conseguir victoria. Voilà, il ne manque que la victoire, oui, effectivement, et c'est ce que je souhaite aller chercher aujourd'hui. J'ai beaucoup d'attachement à ces courses en Franche-Comté, ça me plaît beaucoup. Y carrera dura de desnivel, entonces creo que es algo que me va muy bien. Oui, ça lui convient très bien, ces courses difficiles en France. Et bien voilà, un autre coureur qui affiche ses ambitions pour aujourd'hui. Il aime bien, il apprécie ses courses. Hier, il nous a fait un excellent résultat. Bah, aujourd'hui, on va certainement le revoir encore. Alors qu'il y a un petit moment de répit pour le peloton à partir de maintenant, de toute façon, ça va être les montagnes russes, hein, ça n'arrêtera plus. Vous voyez, le peloton, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas, tout le monde est en file indienne et ça va remonter juste après le village que l'on va traverser. Ça va remonter en face là pour aller dans la forêt juste en face. Il va y avoir un droite-gauche dans le village. Oui, et tout à l'heure on a oublié de préciser, hein, la côte de Chameau, les coureurs la remonteront une deuxième fois tout à l'heure, juste avant de venir vraiment dans le final, dans les 10 derniers kilomètres, pour aller venir ensuite affronter les pentes du Mont Poupet. Oui, c'est exactement le début du circuit final. Voilà, les coureurs sont dans le circuit final autour de Salins-les-Bains. Alors qu'en tête de course, c'est toujours le jeune Tim Rex de la Visma Lease Bike qui emmène le coureur d'Unibet Tieteba. Ouais, ben là, on n'a plus que 2 hommes à l'avant. Ils continuent leur échappée. Ils essayent de la mener à bien, d'aller le plus loin possible. On a encore 3 minutes 50 d'avance. Donc c'est un bel écart, hein, 50 km de l'arrivée. C'est certes pas, pour l'instant, si on reste sur les mêmes proportions, pas un écart suffisant pour pouvoir espérer quelque chose. Mais en tout cas, un écart qui va leur permettre d'aller assez loin. Alors parlons justement de Christian Odd Eking, ce Norvégien trentenaire hein, d'Unibet Tietema Rocket. Il est passé par des grosses équipes en World Tour. Il est passé par UnoX, par IF, par Intermarché, Wanty. Il avait commencé d'ailleurs aussi à la FDJ en 2017, je crois qu'il gagne les boucles de l'Aune. Et puis en 2021, il avait brillé aussi sur la Vuelta, hein, Christophe. Ouais, non, c'est un coureur qui avait enfin, il n'est pas fini, hein, attention à ce que je vais dire, mais qui avait un bel avenir, à qui on prêtait un très bel avenir, parce que tout simplement, à cette fameuse Vuelta 2021, il avait passé 7 jours avec le maillot rouge, c'était vraiment révélé. Il avait fait d'autres résultats aussi juste avant. Il avait fait 2e de l'Arctic Race of Norway, il avait fait 7e de la Classica San Sébastien. Donc voilà, que des parcours et des courses exigeantes, et il était là, il était présent, il avait fait une très grosse fin de saison. Mais depuis, c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'attente de la confirmation de ces résultats. En tout cas, pour l'instant, on ne l'a jamais retrouvé encore à ce niveau-là. Est-ce qu'il peut résister au peloton aujourd'hui? Sur le papier, oui. Sur le papier, j'ai envie de dire oui. Après, le problème, c'est qu'ils sont depuis un bon moment à l'avant. Maintenant, ils sont plus que 2. Et on voit bien que derrière, le peloton est quand même très bien organisé. Et puis, il reste du monde. Il reste beaucoup de monde pour rouler encore. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, ce sera quand même très difficile, mais à un moment donné, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure pour la stratégie notamment de Uijtebroeks avec la Visma Lease Bike, là où ça peut être intéressant, leur rôle, c'est à un moment donné de servir de point d'appui à leur leader. Et lui, un de ses leaders, ou en tout cas lui est leader avec un Français au sein de cette étonnante équipe Unibet, c'est Adrien Maire, le Français, passé par les clubs d'Aix et de Nice notamment. Adrien Maire, étonnant, 5e au sommet de la Malate hier lors de la classique Grand Besançon-Doubs. Il a brillé aussi sur le Tour de Grèce. Bon, c'est une course de 2e niveau européen, on va dire, le Tour de Grèce, mais quand même je crois qu'il a fait podium final et il a gagné une étape. Il nous disait ce matin, oui, je suis en forme et je compte bien en profiter. J'ai fait top 5 hier, j'espère faire aussi bien, voire mieux aujourd'hui. Et ben voilà, encore un autre coureur ambitieux, un autre coureur français, c'est très bien. Et puis un coureur qu'on va découvrir aussi. Donc c'est vrai, quand
quand j'ai regardé ce matin son palmarès là, depuis le début de l'année, c'est vrai que c'est un coureur en forme, un coureur qui a déjà fait des résultats. Il a gagné donc ouais, une étape au Tour de Grèce, il a terminé 3e de ce classement général. Donc bah voilà, il faut le suivre. De toute façon, on ne fait pas 5e sur la classique Grand Besançon-Doubs si on n'est pas en condition et si on n'a pas des qualités. Et vous voyez la Total Energy qui continue à mener le train dans le peloton pour réduire l'écart avec les 2 hommes de tête. Et dans cette équipe Total Energy, en 2e rideau, là juste derrière le Cofidis, il y a Fabien Doubet, le Bisontin d'origine jurassienne, qui était à l'avant hier dans le final de la classique Grand Besançon-Doubs. On a évoqué les ambitions de Fabien ce matin au départ avec lui. Je vous propose de l'écouter. Fabien, hier à l'avant, aujourd'hui c'est quoi le programme? Ouais, c'est vrai qu'hier, voilà, on a pu me voir à l'avant, ça faisait partie un petit peu de la stratégie de l'équipe d'user un petit peu les collectifs peut-être un peu moins forts que nous en termes de densité. Voilà, après, on savait que ça allait jouer sur la patte dans la dernière montée de la Malate. Jordan fait 4e, donc c'est une bonne journée pour nous, on aurait espéré plus. Donc voilà, aujourd'hui on va encore, je pense, être dans cette même logique de pouvoir durcir la course et essayer d'être aux avant-postes pour propulser Jordan dans les meilleures dispositions. Oui, c'est vraiment votre atout-maître aujourd'hui. Oui, c'est sûr que sur le papier c'est notre atout-maître. Jordan, il monte en puissance depuis le début de saison. Je pense qu'aujourd'hui c'est une journée qui lui correspond encore mieux. Donc on sait que l'ascension du Mont Poupet par rapport à la Malate c'est plutôt typé grimpeur, donc ça correspond mieux à son profil. Donc on va quand même essayer de rester solidaire autour de Jordan. Et on peut imaginer que vous soyez devant comme hier pour justement éliminer les équipiers des équipes concurrentes? Oui, c'est vrai qu'on va avoir un scénario de course, je pense, un petit peu différent d'hier, avec beaucoup plus de monde qui va vouloir aller à l'avant dès le début. Donc ça sera à nous de bien lire la course à l'instant T et de faire les bons choix. Voilà, les ambitions sont claires dans cette équipe Total Energy. On va jouer la carte Jordan Jega. C'est vrai qu'il était étonnant ce jeune coureur Jordan Jega depuis le début de saison. Ouais, non, mais il est très solide, il est constant. C'est un coureur qui vient du CICU Nantes, donc il a été formé dans cette équipe-là. Il est passé dans l'équipe Total Energy et très bonne recrue, hein, vraiment. Voilà, on voit que Jordan Jega il monte en puissance. Et puis pas seulement sur des courses françaises, aussi sur des courses World Tour. Et du coup, voilà, ça, lui aussi, c'est un coureur à suivre parce que tout simplement c'est un Français qui progresse et qui est là. Et puis qui aussi, ça fait du bien, il est ambitieux. Oui, et puis vous avez parlé du Pays Basque, comme il a aussi fait un top 10 au général de l'AIEA Tour, hein, dans les Émirats en début de saison. C'est bien, effectivement, c'est bien. Et puis on parlait du collectif de la Total Energy, en plus de Fabien Doubet qui a remporté il y a quelques semaines à 31 ans son premier succès pro sur route avec le classement général du Tour du Rwanda. Il y a aussi Fabien Grelier, il y a Alan Joussaume, il y a Joris Delbove, il y a Geoffrey Soupe aussi qui rejoint le collectif. Il n'était pas au départ Geoffrey hier, mais voilà, c'est une équipe de costaud. Oui, c'est une équipe de costaud, une équipe j'ai envie de dire bien équilibrée, avec des coureurs qui sont là pour rouler, des coureurs qui sont là pour durcir la course et un leader qui est clairement désigné. Pour l'instant, les coureurs que moi j'ai vu rouler, c'est Fabien Grelier là, qui roulait en tête de peloton, et tout à l'heure on a aperçu aussi Geoffrey Soupe qui faisait l'effort notamment au pied de la côte de Chameau. Alors que les 2 hommes de tête se dirigent vers le retour sur Salins-les-Bains. Ils vont bientôt arriver à Salins-les-Bains avec désormais autour de 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. Ça se relaie bien, les 2 hommes jouent le jeu, on dirait, hein, ils s'entendent bien. C'était les 2 plus forts de l'échappée matinale. Ils se sont débarrassés des hommes les plus faibles, alors que Jacob Schmidt... Oui, il était dans l'échappée tout à l'heure, il s'était fait distancer. C'était le 4e homme de l'échappée. C'est lui qui s'est fait distancer en premier. Alors moi j'avais Yann Sommer hein, comme nom chez MyVélo, mais c'est vrai qu'on les connaît peu. C'est une équipe allemande de 3e division. Donc voilà, le peloton qui reprend l'un des hommes échappés en début de course. Alors que vous voyez les magnifiques paysages du Jura. Vous me les avez déjà présentés ce matin en venant ici au départ au Mont Poupet. Vous m'avez encensé le paysage. Non mais c'est magnifique, c'est tout vert, c'est super joli.
Et puis autant en début de semaine, la météo ne se prêtait pas à ces jolis plans aériens, autant là, on en profite sous le soleil. On n'a pas toujours eu beau ici, au Mont-Poupée. Moi j'ai en mémoire, il y a 2 ans, la victoire de Kevin Vauquelin, c'était des conditions mais vraiment dantesques. C'était limite de la neige fondue, on n'y voyait rien du tout. Au sommet, on avait de l'eau partout. Donc non, c'était vraiment très très impressionnant. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir le soleil, donc on découvre ces beaux paysages. Alors que les 2 hommes de tête se sont lancés dans la descente qui les reconduit vers Salins-les-Bains à 45 km de l'arrivée. Ils possèdent toujours autour de 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, emmené par les Total Energy, avec en deuxième rideau les Cofidis. Les Cofidis qui eux aussi ont un collectif homogène avec Bourman l'allemand, l'espagnol Herrada et le belge Moniquet. Ouais, et on a fait rentrer Benjamin Thomas aujourd'hui. Benjamin Thomas qui est un coureur qui passe relativement bien les bosses, un coureur qui s'est roulé aussi très vite, donc un coureur précieux dans un collectif pour protéger des leaders. Demain, sur le Tour du Doubs, il n'y a pas d'ascension finale. C'est vallonné, bien sûr, ça va grimper et descendre régulièrement. Mais ce n'est pas une montée finale comme aujourd'hui et comme hier. Peut-être Benjamin Thomas aura-t-il une carte à jouer. Ouais, c'est sûr que demain le parcours lui correspond beaucoup mieux. Aujourd'hui on devrait le voir dans un rôle d'équipier. Par contre demain, attention à Benjamin Thomas. C'est sûr et certain que demain il va avoir sa carte à jouer. Alors est-ce que ce sera dans une échappée matinale qui va essayer de mener à bien? Est-ce que ce sera des attaques sur le final? On ne peut pas le savoir avant, on le saura que demain. Mais en tout cas c'est sûr que demain Benjamin Thomas sera acteur de la course pour aller faire un résultat. Acteur de la course également hier et aujourd'hui, les Visma Leasebike, l'une des toutes meilleures équipes mondiales. C'est l'équipe de Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, qui vient ici avec son jeune prodige belge Kian Uijtebroeks. Il y a une autre équipe qui est en vue sur les courses World Tour depuis le début de saison. Ce sont les Uno X, qu'on a vus beaucoup hier, mais qui, dans l'ascension finale, se sont un peu perdus. Le premier est au-delà de la 30e place, me semble-t-il. Et aujourd'hui, les Uno X ont fait rentrer dans leur équipe de coureurs un coureur très connu, un coureur qui aura très certainement une carte à jouer aujourd'hui et peut-être surtout demain, Christophe. Ouais, on a fait rentrer Magnus Cort dans ce collectif-là pour ce Tour du Jura, et puis il sera aussi là demain pour le Tour du Doubs. Magnus Cort, c'est un coureur qu'on connaît très très bien, vainqueur d'étape, si je ne me trompe, sur les 3 grands tours. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça, sur les 3 grands tours. Il a gagné, il a un palmarès, j'allais dire long comme le bras, peut-être pas, mais en tout cas il a un gros palmarès. C'est un coureur qui en plus dans cette équipe Uno X, il a eu un petit passage à vide là il y a 2-3 ans, et là dans cette équipe Uno X j'ai l'impression qu'il revit, il a repris confiance, et on a depuis le début de l'année un Magnus Cort qui est très très efficace. Il est étincelant là depuis en ce printemps là, il a fait 6e d'Estrade Banquet, 6e de Milan-San Remo. Il a la forme, Magnus Cort. Demain il va falloir aller le chercher. Non, il va falloir demain, c'est sûr et certain, c'est clairement un des grands favoris pour demain. Pour aujourd'hui, j'ai peur que ce soit un tout petit peu dur pour lui. Certes, il passe très bien les bosses, mais voilà, au niveau de la montagne, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer quand même que c'est de la montagne, normalement, il est quand même un ton en dessous face à des Guillaume Martin ou des Clément Berthet. Alors que l'on vient de passer devant les thermes de Salins-les-Bains et que vous avez vu, les 2 hommes de tête ont pris à gauche une épingle à cheveux, et là ils vont rentrer et traverser Salins-les-Bains. On va passer devant la grande saline de Salins. Le peloton lui redescend sur une des routes qui redescend du Mont-Poupée, où ils reviendront tout à l'heure. C'est ça. Tout à l'heure on arrivera par la petite route qui arrive du sommet là. On arrivera exactement dans cette épingle pour reprendre le circuit à l'envers, pour se diriger vers le bas du Mont-Poupée. Et là pareil, file indienne. Ouais, le peloton qui continue de rouler très très vite. Là on a changé d'équipe en tête de peloton. C'est l'équipe Saint-Michel Préférence Homo Aubert 93 qui est à l'avant. À nouveau Morné Van Niekerk qui est en train de rouler, le Sud-Africain. Ils sont étonnants, moi ils m'étonnent. Saint-Michel Préférence Homme, Aubert 93, c'est quand même gonflé quand il y a quand même 5 équipes World Tour sur ce Tour du Jura. Et ben c'est eux qui prennent la course en main. Ouais, mais on est en confiance. C'est moi ce que je constate à commenter pas mal de courses depuis le début de l'année. Ils sont là, ils sont présents, ils sont acteurs de la course. Et puis hier, ils ont encore un coureur classé, Nicolas Broyard. Il a terminé 10e. Donc voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. En tout cas,
C'est sûr, quand on veut faire des résultats, ça passe par aller de l'avant, par bien se placer, bien se positionner. Bah, c'est exactement ce qu'ils font. Non, je trouve qu'ils courent très bien et très juste. Et là, les deux coureurs de tête vont attaquer la montée des Claristes. C'est au cœur de Salins-les-Bains. Vous allez voir, c'est une route très étroite. Le revêtement renvoie pas forcément très bien. On peut dire qu'il est pourri, le revêtement même. Hein. Bon ben voilà, c'est dit. Je préfère que ce soit un cycliste qui le dise que moi, alors que vous découvrez Salins-les-Bains sur ces superbes images d'hélicoptère. Le peloton qui va passer devant le lycée de Salins-les-Bains, le lycée climatique, et redescendre dans le centre-ville de cette charmante ville de Salins-les-Bains qui... Évidemment, à l'époque médiévale, hein, c'était une des principales villes de Franche-Comté et il tirait la richesse, sa richesse. Oh, regardez, la montée des Claristes. Voilà, quand on vous disait que ça grimpait le dur, là, quand le peloton va se présenter là, il y a intérêt pour les grosses équipes, celles qui ont des ambitions, d'être très bien placées. Ouais, ça c'est une petite découverte hein, de la famille Morolin. L'année dernière, c'est la première fois qu'on l'a eu au menu de ce Tour du Jura. Et ben. Voilà ce qui attend les coureurs du peloton. Alors tout va bien pour les deux hommes de tête, même si c'est difficile, bien entendu, on les voit, ils sont en danseuse, ils roulent pas très vite. La pente est ardue, mais on voit, eux, ils ont de la place. Eux, tout va bien. Pour le peloton derrière, on va voir que ça va pas du tout être la même histoire. Et puis surtout, il va à nouveau y avoir cette gare de placement dans la traversée de Salins. Allez, regardez, là, ils arrivent à l'église. Ils vont prendre à gauche là. Encore une petite route, ouais. Ça rétrécit encore. C'est presque fini, mais c'est très bien qu'on puisse découvrir ce parcours avant la grosse bataille du peloton. Il va y avoir l'ultime bascule là au sommet du virage. Et ça y est, le peloton qui rentre dans Salins, qui prend à gauche pour la rue principale de Salins-les-Bains pour traverser cette cité salinoise. Voilà, ça va être, attention, dans le peloton, là, c'est une équipe. Et Saint-Michel qui est toujours en tête. Ils sont aussi bien tactiquement qu'hier, où il fallait prendre aussi une épingle à cheveux avant d'arriver à la Malate. Là, ils sont super bien placés. Regardez, ils sont 5 dans les 10 premiers du peloton, avec les Total Energy, hein, qui font le boulot aussi. Et là, j'ai l'impression que c'est pas seulement pour être devant et juste pour rouler. Non, j'ai l'impression qu'on a envie de tout faire exploser, en tout cas. L'attitude de Van Niekerk à l'avant me laisse quand même penser qu'on va tenter quelque chose dans cette ascension. Mais c'est vrai que c'est à noter quand même, hein, c'est une équipe continentale, donc de 3e division, et c'est elle qui est en train de mener, hein, c'est elle qui prend ses responsabilités. C'est pas souvent qu'on le voit, donc c'est important de mettre l'accent dessus. Et vous voyez la chapelle Notre-Dame Libératrice qui accueille aujourd'hui la mairie. C'est le bâtiment de l'hôtel de ville de Salins-les-Bains que vous voyez ici. Elle a été construite au XVIIe siècle à la demande de la population à l'époque pour remercier la Vierge d'avoir protégé les habitants des épidémies et de la guerre de 30 ans. Dôme monumental recouvert de tuiles vernissées, vous l'avez vu, alors que c'est toujours Saint-Michel qui fait la course en tête dans la traversée de Salins-les-Bains. Ouais, l'équipe Saint-Michel, préférence Aubert 93, qui est la mieux placée. Et c'est parti pour la montée. Et derrière l'équipe Total Energy aussi très bien représentée. On a les Visma-Lease Bike qui sont juste là. Les Groupama et FDJ un tout petit peu derrière. Comme les Décathlon. Allez, on va voir si une équipe tente quelque chose. On a les coureurs de l'équipe Uno X hein, et notamment Magnus Cort qui est là aussi bien placé autour de la 10e place. Bah là, ça va être un effort relativement court donc pour Magnus Cort. C'est le type d'effort qui lui convient bien. Ouais. Oui, là, lui, ça va lui complètement lui correspondre. Puis on n'est pas si loin hein, de l'arrivée à 39 km. Hein. On peut tout à fait tenter des choses. Maintenant, on le voit de plus en plus, hein, des coureurs qui attaquent de plus en plus loin. Et toujours les Saint-Michel qui sont en tête dans cette montée des Claristes à Salins-les-Bains. Salins-les-Bains autour de laquelle nous tournons le circuit final de ce 19e Tour du Jura avec toujours l'équipe Saint-Michel préférence Homme Aubert 93 et en deuxième rideau Théo Delacroix, le coureur jurassien qui mène ce peloton du Tour du Jura.
juste derrière, hein. Toujours les Total Energy là, on est très bien placé, on est vigilant. Les coureurs de la Visma Lease the Bike aussi, pour l'instant pas d'attaque, hein. Non. Juste un gros tempo. Non, mais ça va faire mal. On le disait hier, Clément Berthet a peut-être pâti d'un mauvais placement au pied de la Malatte. Ce type d'effort-là, il est fait aussi pour éliminer les équipiers. Oui, c'est ça, il va y avoir un écrémage, hein, ça c'est sûr. Plus on va avancer dans les ascensions, plus il va y avoir un écrémage par l'arrière. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on aura moins de monde dans le peloton, ce sera plus facile de se placer. Mais regardez, hein, ils sont là les Décathlon AG2R à la mondiale, ils sont là juste sur la gauche, on les voit avec leur casque bleu turquoise et noir. C'est Nance, non? Nance avec Nance Peters avec juste derrière Clément Berthet. Ouais. Non, on est bien placé aujourd'hui, on est vigilant, on ne veut surtout pas reproduire l'erreur d'hier. Allez, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à poser vos questions à Christophe Riblon en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Christophe répond avec plaisir à toutes les questions que vous posez. Et puis, si vous venez de nous rejoindre, je vous propose de découvrir le final du parcours. Le Mont Poupée est le juge de paix de ce Tour du Jura pour la 3e année consécutive, mais les organisateurs ont décidé de corser son approche avec l'intégration au circuit final de la côte de Chameau. On a reconnu il y a quelques jours ce parcours final avec 2 coureurs de Jura Cyclisme, le club organisateur de ce Tour du Jura, le club de Laurent et Didier Monrola. On a reconnu le parcours avec Théo Delacroix qui est en tête de peloton en ce moment même avec l'équipe Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93, mais aussi avec un jeune de Décathlon AG2R, Théophile Vassal. Les images sont signées Guillaume Souda. Regardez. C'est parti pour la bosse. Et là, c'est parti pour l'ascension des Chameaux. Donc, il doit y avoir 2 km. On attaque direct dans le dur, hein. Pas le temps de s'échauffer. La route pas super bonne en plus. Alors, petit plateau obligatoire là. Je peux pas monter sur le gros. Si le monde donne du 11%. Le Poupée va plus ou moins se suffire à lui-même. Ouais. Mais bon, ça va, oui, ça va rendre plus dur la course en amont du Poupée. Aujourd'hui, là, 15% là actuellement. On s'est pas rassis une seule fois encore. Tu peux pas? Ouais. Dans le sentier bon, il y a un petit replat avant de vraiment chercher les premiers mètres de descente. Et là, on est au-dessus là. Il y a, je dirais, 4 km, 3-4 km. Ouais, c'est roulant. Descendant, roulant. Ouais. Là, je pense que c'est le moment où les caméramans sont moins sereins que nous, là. 1006 de D+. Virage à gauche. Et direct, on tape les dents. Et là, c'est parti pour le final. Il y a la pancarte après, 4 km. 4 km à 10%. Elle fait du bien à la tête, celle-là, tiens. Je me rappelle, Vauclin, il a dû attaquer par ici. Ouais. Paris-Gaudu l'année dernière. Un homme fort, plus c'est dur, plus il attaquera tôt. Des personnes un peu plus, on va dire, puncher, attendront la dernière rampe. Il faut garder de la vitesse et après... Et c'est parti. Et là, 1 km. Faire gaffe avec la vitesse, pas décoller sur le dodan. Tout à gauche. Je pense qu'on peut dire que c'est l'arrivée la plus dure du triptyque comtois. Ouais. S'il y a un sprint le jour J, c'est qu'il y aura 2 costauds. C'est clair. Et c'est surtout un sprint de fatigué, je pense. Hein.
Voilà la bonne humeur de Théophile Vassal et Théo Delacroix sur cette reconnaissance de la montée du Poupée. Pendant que nous regardions ce reportage, vous avez vu que le peloton faisait la course avec les vaches jurassiennes, productrices de ce fantastique fromage qu'est le Comté, la première AOP de France. Et l'équipe Total Energy qui a repris la tête de ce peloton, c'est Fabien Grelier qui est en train de mener. Alors que l'on découvre sur ces vues d'hélicoptère le fort Saint-André qui, avec le fort Belin, protège la ville de Salins-les-Bains. Ces deux forts ont été reconstruits par Vauban après le rattachement de la Franche-Comté au Royaume de France à la fin du XVIIe siècle. Au fort Saint-André, on peut suivre par exemple des visites guidées suivies de dégustation de vin de comté et de salaison locale. C'est toujours bienvenu. Et on salue d'ailleurs le club cyclo des deux forts, dont les bénévoles, et c'est toujours important pour les courses cyclistes, dont les bénévoles assurent la sécurité au carrefour sur ce Tour du Jura. Les bénévoles, hein, c'est important dans toutes ces organisations. On le sait, sans les bénévoles, on ne peut pas organiser de courses cyclistes. Donc voilà, il faut aussi leur rendre hommage. Alors que les coureurs sont maintenant, me semble-t-il, dans la montée de Thésy, une montée qui était au programme du Dauphiné il y a quelques années. Il me semble que Richard Carapaz avait attaqué et avait été contré par un certain Jonas Vingegaard qui s'était imposé à Salins-les-Bains, et la côte de Thésy qui est au programme de l'avant-dernière étape du Tour de France cette année, étape qui s'achèvera à Pontarlier à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Allez, une question pour vous, Christophe. Question de Gustave qui nous regarde de Paris. Gustave qui vous demande, Christophe, certains des coureurs qui font le triptyque franc-comtois vont-ils sur les courses des Flandriennes? C'est surtout, est-ce qu'ils ont été sur les courses? Parce que les courses flandriennes étaient avant. Ils vont sur les Ardennes plutôt. Voilà. Je pense que la question est plutôt dans ce sens-là. Déjà, ce qui est sûr, c'est que bien entendu, ils peuvent aller sur les Ardennaises. Alors, Guillaume Martin, je pense, il faudrait que je regarde d'ailleurs, mais il est prévu Guillaume Martin est prévu peut-être à Liège, Bastogne-Liège. Alors, ils ne pourront pas faire les trois. Ce que j'appelle les trois, moi, c'est Amstel Gold Race, c'est la Flèche Wallonne. L'Amstel, c'est demain. Qui est demain. Forcément, ils ne peuvent pas y être. Il y a la Flèche Wallonne qui est mercredi et Liège-Bastogne dimanche. Donc oui, bien entendu, pour la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne, il y a sûrement plusieurs coureurs de ce peloton qui seront au départ. C'est même une très bonne préparation. Et on peut vous dire que par exemple un coureur comme Clément Berthet espérait faire les 3 jours du triptyque comtois il y a encore quelques semaines, sauf que Clément, il a été sélectionné par Decathlon à G2R pour faire la Flèche Wallonne mercredi, et du coup on va le laisser au repos dimanche pour préparer la course de mercredi. Et je vous confirme qu'a priori Guillaume Martin Guyonnet est prévu sur et la Flèche et Liège dans 8 jours. Donc oui, et puis on a aussi sur ce triptyque comtois certains coureurs qui préparent, alors pas forcément cette année d'ailleurs, mais qui préparent le Tour d'Italie ou de grosses échéances à venir. C'est aussi un bon marchepied. Oui, on a des très belles... là, on va avoir la période des courses par étapes qui va commencer, les courses par étapes montagneuses. On a le Tour des Alpes la semaine prochaine, on a le Tour de Romandie dans 2 semaines. Il va y avoir les 4 jours de Dunkerque aussi en France. Alors là, c'est pas une course par étapes montagneuse, mais c'est une course par étapes difficile. Bien entendu, après, il y a le Tour d'Italie, le Tour de Suisse au mois de juin, le Critérium du Dauphiné aussi, le Tour de France au mois de juillet. Donc voilà, on arrive dans cette période où on a énormément de courses par étapes. Une autre question de Vincent de Pontarlier. Les routes ne sont pas très larges, nous dit-il. Bon constat, d'ailleurs il connaît bien la région, s'il est à Pontarlier. Pontarlier, c'est la ville d'où partira le Tour du Doubs demain, et qui sera la ville d'arrivée du Tour de France de l'avant-dernière étape cet été. Et il nous dit de combien de coureurs est composé le peloton. Alors théoriquement 120, puisque il y a des équipes de 6, 20 équipes de 6, mais il y a toujours quelques non partants le matin. Et aujourd'hui, ce matin au départ de Frézan, ils étaient 116 de mémoire. C'est ça. Il y a 4 équipes qui sont parties à 5 coureurs. Il y a l'équipe Unibet Tietema Rockets, l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur,
On a l'équipe Van Rysel-Roubaix qui est partie à seulement 4 coureurs et l'équipe Rico Advarix. Alors il y a Marie de Vesoul qui nous remercie pour la diffusion du Tour du Jura, mais qui dit c'est dommage de ne pas avoir la dernière journée demain en décrochage régional. Alors on va la rassurer, Marie, certes on ne sera pas à la télé parce qu'il y aura l'Amstel Gold Race avec Alexandre Pasteur aux commentaires notamment, mais vous pouvez nous regarder sur internet, sur France.tv dans l'onglet nos directs, ou alors sur France 3 Régions, ou alors tout simplement dans un moteur de recherche, vous tapez diffusion Tour du Doubs et vous allez nous trouver. On sera là avec Christophe pour commenter le Tour du Doubs qui promet un superbe spectacle. Encore une fois, j'ai reconnu la fin du parcours du Tour du Doubs en milieu de semaine. Ça va être fantastique demain. Donc demain, il y a 2 fois plus de vélos pour le prix d'un en fait. Voilà, demain, exactement. on met son ordinateur, on met sa télévision, on met son ordinateur sur le site de France TV, on met sa télé sur France 3 et comme ça, on a 2 fois plus de vélos. Et puis les arrivées seront légèrement décalées, évidemment. Alors que les 2 hommes de tête arrivent au sommet de la côte de Thésy. Ils continuent à bien s'entendre, à progresser régulièrement. Le jeune Tim Rex de la Visma Lease Bike qui emmène Eking, le vétéran d'Unibet Tietema Rockets. Les 2 coureurs qui continuent d'allier leurs forces à l'avant. Ils perdent du temps, mais ils perdent du temps quand même dans des petites proportions. Encore 2 minutes 45 d'avance. Donc on va voir. Pour l'instant, seule l'équipe Total Energy derrière est en train de rouler pour essayer de réduire cet écart. Pour l'instant, pas d'autre équipe vraiment intéressée pour rouler. Je pense que de toute façon, ça va pas tarder. Là, on va rentrer bientôt dans les 30 derniers kilomètres. Il va obligatoirement y avoir 1 ou 2 équipes qui vont vouloir attaquer de loin. Joël qui nous regardait hier de Saulmont dans le département du Doubs a noté, Christophe, que vous avez dit hier que les noms des coureurs qui sont... Alors attendez, hop, la question est formulée différemment. Oui, les premières épreuves de la Coupe de France ont lieu dans l'Ouest et c'était plat. Dans le Doubs, ça grimpe fort. Est-ce que les équipes ne font pas comme dans les sports de combat avec des catégories légers pour la montagne et puis lourd pour le plat? Oui, c'est pas le même type de coureur. Oui, c'est pas le même type de coureur. Alors ça n'a pas spécialement à voir avec le poids du coureur, ça a juste à voir avec les qualités physiologiques des coureurs. Les coureurs aujourd'hui passent énormément de tests déjà pour passer professionnel. On arrive à leur donner un profil physiologique. On sait très bien s'ils sont forts sur des efforts longs, des efforts courts, du sprint, de la montagne, c'est plutôt des rouleurs. Et puis obligatoirement après on va travailler ses points forts. On va pas essayer d'être bon ou moyen partout. On va surtout essayer de travailler ses points forts pour être le meilleur avec ses points forts. Donc c'est vrai que sur ce triptyque, on ne retrouvera pas de sprinter par exemple. Ça c'est impossible, c'est beaucoup trop difficile pour eux. Donc contrairement aux courses du début de saison de la Coupe de France où là il y avait beaucoup plus d'arrivées au sprint. Et puis on le rappelle, cette année la Coupe de France s'est étoffée de plusieurs courses supplémentaires, notamment la classique Grand Besançon-Doubs hier, notamment le Tour du Jura. Aujourd'hui, ces 2 courses ne faisaient pas partie de la Coupe de France, au contraire du Tour du Doubs, par exemple. Et la Ligue nationale de cyclisme en a profité pour créer des classements annexes. En plus du classement général, on marque 70 points à chaque victoire sur une manche de Coupe de France. Il va y avoir un classement grimpeur, dont avec certaines manches qui sont fléchées pour les grimpeurs. Il y a eu bien sûr le Grand Prix La Marseillaise en début de saison. Et puis les 3 courses de ce triptyque comtois intègrent ce classement grimpeur parce que évidemment le profil est très différent de ce qu'on a pu vivre depuis le début de saison. À une question technique de Mickaël de Larrazé, les braquets et la longueur des manivelles utilisées aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez. Alors, les braquets. Alors, j'avoue que, en plus ce matin, je m'en excuse, j'aurais pu me renseigner un petit peu mieux, mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé. Non, mais je pense qu'on est sur des choses très, très communes. On doit avoir un 54 en grand plateau, petit plateau 39 ou 40. Et puis derrière, on a une cassette qui part du 11 et puis qui va jusque 30, peut-être 32, je pense, pour certains coureurs, mais on n'ira pas plus haut. Après, pour les manivelles, alors ça, c'est une bonne question parce que... Il y a un débat dans le peloton. Il y a un débat, ouais. Là, on est en train de revenir à des manivelles beaucoup plus petites. On entend qu'un Pogacar met des manivelles de 160
Je sais que Vingegaard a aussi réduit ses manivelles. Donc ça, c'est un peu propre à chaque coureur. Mais ce qui se faisait encore il y a 4, 5 ans, 10 ans, de mettre des manivelles de 172,5, de 175, même on mettait ça en contre-la-montre. J'ai mis ça moi. Aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. Aujourd'hui, on est plus à réduire les manivelles. Je pense que la plupart des coureurs aujourd'hui ont des manivelles de 170. Ouais, c'est une histoire d'axe entre le tronc et la cuisse en fait. Ouais, c'est des... Ouais, il y a des... Après... De ce que j'en sais moi, et pour avoir discuté avec pas mal de monde et d'entraîneurs notamment, pas mal de chercheurs, a priori on n'a pas vraiment réussi à prouver la vraie utilité de mettre des manivelles beaucoup plus longues. Donc on est en train de revenir à des manivelles qui sont un petit peu plus petites. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui les meilleurs coureurs du monde, et notamment Pogacar, mettent des manivelles toutes petites. Donc il y a aussi un petit effet de mode à revenir avec des manivelles, avec des manivelles autour de 170 voire des 165 même. Allez, ils sont toujours en tête, en deuxième rideau derrière le coureur de Total Energy qui emmène ce peloton. Fabien Grelier. Ouais, Fabien Grelier. Vous voyez Théo Delacroix, lui comme Fabien Doubé, il a pris la poudre d'escampette dans la deuxième partie de course hier sur la classique Grand Besançon. Théo Delacroix, vous l'avez vu lors de la reconnaissance avec Théophile Vassal. Il est du coin, il appartient au club Jura Cyclisme qui organise ce Tour du Jura. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on va attendre les dernières montées. Il va y avoir du sport à partir du kilomètre 120 avec l'enchaînement des différentes difficultés. Et faudra, je pense, être pas trop impatient comme hier parce que la dernière montée, ça va se faire à la pédale. Donc faudra être bien placé aux abords des différentes difficultés et mettre le coup de collier, on va dire, au bon moment à la fin, quoi. Quelle carte jouera l'équipe Saint-Michel Préférence Homme aujourd'hui ? Eh ben, on a un collectif assez solide. Nicolas hier va chercher un top 10. J'avais des très bonnes sensations aussi hier, donc on aura deux cartes assez différentes, mais on espère marquer les esprits en étant aux avant-postes aujourd'hui. Ça veut dire que Théo Delacroix va tenter de rester au chaud dans le peloton le plus longtemps possible avant de tout donner sur la montée finale ? Ouais, c'est le but aujourd'hui encore, et la connaissance du terrain va me permettre aussi de manager un peu toute l'équipe au cours de la journée. Puis il y aura des proches, des supporters, j'imagine. Oui, comme hier, c'était très plaisant. Donc on va continuer sur la même lancée aujourd'hui. Alors que dans la traversée d'Arèche, vous voyez, c'est en train d'exploser dans le peloton. On joue au chat et à la souris, là. Ouais, c'est Arkea BNB Hotel là, qui a déclenché une offensive. Alors j'avoue que j'ai du mal à l'identifier, ce coureur. Mais voilà, l'équipe Arkea BNB Hotel qui a déclenché les premières attaques. Derrière, on a réagi, mais regardez, il y a une petite cassure. Avec Saint-Michel, ils sont une dizaine là, à avoir pris quelques mètres d'avance sur le peloton. Et ça relance Saint-Michel. Par contre, les grosses équipes, la Groupama FDJ, Decathlon AG2R, la Visma sont représentées. Arkea aussi également. Ouais, la Groupama FDJ, je pense que c'est Tom Denenviert. On a deux Visma, Lise de Bike aussi dans ce groupe. Et ça relance un Cofidis. C'est peut-être Herrada, il m'a semblé voir... Oui, c'est ça, ouais. C'est Herrada. C'est bien Herrada qui est là. On a Rudy Mollard derrière pour la Groupama FDJ. Je regardais s'il y avait un coureur de l'équipe Decathlon à la mondiale, mais on a un petit peu plus loin. Il y en a un, mais dans la deuxième partie de ce groupe qui ouvre, il y en a partout. Ça fait mal, là. Ouais, il y a des cassures un peu partout. Vous voyez, c'est juste après la montée de Thésy, la côte de Thésy-Salins, que finalement, dans le replat, puis la descente derrière, que ça s'est attaqué. Allez, ça continue. Herrada qui insiste. Avec un jeune de la Visma derrière qui essaie de suivre Herrada. Il est en train de lui faire mal au coureur de la Visma Lise Bike. Et puis ça fait mal à tout le monde derrière aussi. Ouais, c'est bien en file indienne là. On était au sommet de la Bosse sur une partie à découverte avec un peu des remontées, des faux plats montants. Et là c'est en train d'exploser de partout. Ça fait très mal au peloton. À nouveau le coureur de l'équipe Arkea BNB Hotel là, qui vient de sortir. Il me semble pas que ce soit Louis Roulant qui était à l'avant hier. Ouais, et puis là dans les sapins, du coup c'est plus compliqué. Alors qu'on retrouve les hommes de tête qui du coup comme ça s'attaquent dans le peloton, que tout le monde est en file indienne. Et bien du coup ils perdent, l'écart est tombé sous les 3 minutes dorénavant. Ouais, avec toujours Tim Rex et Christian Hecking
de l'équipe Unibet. Mais attention, ça peut être un bon fait de course ça pour eux, parce que là comme ça s'attaque, du coup on est en train d'éliminer un petit peu les coéquipiers. Si ça se regroupe, si ça se regarde, ça ne roule plus, on va rapidement reprendre du champ. Là on a 2 minutes 45, 28 km, alors c'est pas tout plat, donc on peut pas dire... Il y a une règle un petit peu où on dit aujourd'hui c'est à peu près 1 minute 50 secondes au 10 km qu'on arrive à reprendre à l'échappée. Ça c'est quand il y a une arrivée au sprint. C'est ça, quand on est sur le plat, c'est ça. Donc là on peut pas tout à fait adapter cette règle, mais en tout cas on a 2 coureurs qui ont l'air solides à l'avant. Christian Hecking on le connaît bien. Rex on le connaît un petit peu moins, mais ça a l'air de bien aller. Il est tout jeune Rex, ouais. Mais en tout cas il y a peut-être que ce mouvement de course va leur bénéficier. Ça veut dire, Christophe, que quand les naïcs qui nous regardent des Sorinières vous demandent est-ce que les échappés peuvent aller au bout, vous répondez quoi? Peut-être. Je réponds qu'ils ont une chance. Ils ont une chance. Ils ont une chance. 2 en minutes tout 45 à 28 km de l'arrivée. Si j'étais directeur sportif, je dirais à mes coureurs peut-être à un moment donné là, on va arrêter un petit peu, on va d'abord se rapprocher des échappés avant de commencer à attaquer. Parce que là, en fait c'est bien, on attaque, on dynamite un petit peu le peloton, mais même si on arrive à sortir là à 2-3 coureurs, il y a quand même 2 minutes 30 à boucher sur les 2 hommes à l'avant. Bah, je trouve que ça fait beaucoup, donc il faut faire attention. Moi je pense qu'il faut d'abord déjà collectivement boucher un petit peu l'écart avant de lancer les premières offensives. Et là, vous allez avoir quelques petites bosses avec notamment la côte de Bracon. Mais après, on va arriver vraiment sur la difficulté finale avec l'enchaînement Côte de Chameau et Montpoupé. Il y aura très peu d'espace pour rouler pour les équipiers. Là, ça se fera forcément à la jambe. On récupère pas 2 minutes dans la montée finale d'un peu plus de 4 km du Montpoupé. Ah non, on récupère pas 2 minutes. Non, c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, avant de penser à attaquer, à dynamiter ce peloton, je pense qu'il faut quand même d'abord se servir des équipiers et il ne faut pas trop tarder. À l'avant, on a des coureurs et notamment Christian Hecking qui par le passé a fait d'excellents résultats. On les a cités tout à l'heure. Certes, il est un petit peu moins bon ces dernières années, mais voilà, peut-être qu'on va retrouver du grand Christian Hecking. Ah, une question très intéressante sur la tactique. Guillaume Martin a expliqué hier à l'arrivée que ça avait été parfait tactiquement du côté de la Groupama FDJ. D'ailleurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux de l'équipe Groupama, le voir juste la ligne passée, parler avec son micro à ses coéquipiers en disant merci les gars, si j'ai gagné c'est grâce à vous, tomber dans les bras de Rudy Mollard et de Clément. Regardez là, hop, les hommes de tête vont attaquer l'une des petites montées du parcours, pareil, sur une toute petite route, vous les voyez, là ça monte bien. Là ça monte bien, la route est toute petite. Ouais, et là dans le peloton ça va s'expliquer. Ouais. Et justement la question, je vous la pose, c'est Léon de Pau. On nous regarde aussi dans les Pyrénées. On salue Léon et tous les Palois qui nous regardent. Est-ce qu'une équipe de 6 coureurs plutôt que de 7, ça peut influencer le contrôle de la course? Ah bah ça influence complètement le contrôle de la course. On a une force en moins par équipe pour contrôler justement la course. Donc oui, dès qu'on a un coureur qui est un peu défaillant, dès qu'on a 2-3 coureurs, on l'a vu sur plusieurs équipes et notamment la Visma Leasebike qui vont chercher des coureurs de leur centre de formation pour venir courir sur ce triptyque. On a aussi dans l'équipe Décathlon, AG2R La Mondiale, on a 4 coureurs de l'équipe développement qui sont là. Et ben tout simplement, on a des coureurs qui ne sont pas encore très aguerris, qui ont encore besoin de progresser. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui a fait défaut hier à Clément Berthet. On l'a vu un petit peu esselé sur le final. Seul Nance Peters était à ses côtés pour pouvoir l'aider à venir se replacer. Et on n'a pas réussi à se placer assez bien pour entamer la malade. Donc oui, bien entendu que ça a un effet. Et justement, Clément Berthet, on a évoqué cette question avec lui. Est-ce que finalement, son mauvais placement au pied de la Malatte n'était-il pas le revers de la médaille de la jeunesse de son équipe? Je vous propose de l'écouter, Clément. Il avait toujours du mal à digérer la déception d'hier ce matin au départ. Clément, est-ce que la déception est passée par rapport à hier? Ouais, j'ai toujours en travers de la gorge quand même. J'ai pas mal repensé hier soir en m'endormant, mais bon voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle course, donc une nouvelle occasion, donc voilà, maintenant il faut le focus sur aujourd'hui. Hier il y avait eu un problème de placement au pied de la bosse. Est-ce que c'est aussi le revers de la médaille d'avoir une équipe jeune? Les jeunes, c'est formateur ce type de course pour eux. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas une très grosse équipe ici, donc voilà, les jeunes ils sont là pour apprendre.
Ils ont fait, enfin, je suis très content de ce qu'ils ont fait hier. Ils ont fait de leur mieux, mais bon, c'est sûr que physiquement, il leur en manquait un peu aussi. Mais bon, après, on va pas rejeter la faute sur l'équipe. Hein. Il y avait moyen de très bien se placer tout seul aussi. Et il y avait Nance encore avec moi. Donc voilà, mais bon, on va essayer de rectifier le tir aujourd'hui. Alors justement, les ambitions pour aujourd'hui, c'est la revanche sur Guillaume Martin? Ouais, on va essayer. Hein. C'est le même objectif qu'hier. On est là pour essayer de gagner cette course. Donc on va voir comment ça se passe, mais ouais, c'est l'objectif. Et puis la montée du Poupée, tu la connais bien? Ouais, bah pareil, hein, j'ai déjà fait. Enfin, déjà j'ai fait les dernières courses et puis ça m'arrive de le faire à l'entraînement aussi. Donc pareil, c'est quand même des routes que je connais très bien. Donc voilà, avec une petite variante qui durcit un peu en plus cette année avant le Poupée, donc il y aura de quoi faire. Voilà, Clément Berthet qui avait du mal à cacher sa déception encore ce matin. Il court depuis 3 saisons maintenant derrière sa première victoire professionnelle. Il y est passé tout près la saison dernière au sommet du Tour du Doubs, battu par Lenny Martinez. Il est passé pas très loin encore hier face à Guillaume Martin. Et puis il a été assez honnête sur la composition d'équipe. Bah oui, on a amené des jeunes chez Decathlon AG2R et c'est un peu plus difficile de se placer. Ils sont là aussi pour apprendre. Hein. Oui, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour s'aguerrir un petit peu, pour se confronter aux professionnels qui, eux, ont l'habitude de courir notamment sur les plus grandes courses du monde. Donc voilà, on a besoin encore tout simplement d'acquérir de l'expérience. Et là, dans le peloton, on a réagi. On a réagi, notamment la Groupama FDJ. Rudy Mollard qui est venu en tête de peloton, qui roule maintenant avec la Total Energy. Donc voilà les deux équipes françaises qui sont en train de s'allier à l'avant pour continuer de réduire l'écart avec l'échappée. Oui, on est dans la difficile côte qui monte à Champagny, où étaient les échappés il y a quelques minutes. Elle n'est pas forcément signalée comme une pente particulièrement difficile sur le roadbook, mais je peux vous dire que c'est le genre de petite bosse qui fait bien mal aux jambes. Alors que la Visma remonte sur la gauche de la route et il n'y a pas beaucoup de place pour remonter. Hein. Non, la route est toute petite. Après là, le tempo imposé par Rudy Mollard fait que y a de la place pour tout le monde. Hein. Là, c'est Fabien Grelier encore. Il fait un gros travail depuis tout à l'heure pour la Total Energy. Fait qu'on est quand même bien en file indienne. Donc si on a envie de remonter, si on est fort, on a quand même de la place. Regardez là-bas, on voit les Visma Lease Bike qui sont en train de venir se replacer à l'avant. Voilà, ça y est, la bascule, on est au sommet de la bosse. Vous avez vu les Groupama FDJ qui se plaçaient en tête de peloton. Les Groupama FDJ qui emmènent en 4e position de ce peloton dans son style caractéristique Guillaume Martin, qui sera assurément l'homme à battre aujourd'hui. Son succès d'hier était probant au sommet de la Malate pour la classique Grand Besançon-Doubs. Je vous propose d'écouter Guillaume Martin ce matin au départ. Guillaume, tout a été parfait pour votre équipe hier. Vous avez conclu un travail collectif. On sera dans le même état d'esprit aujourd'hui à la Groupama FDJ? Oui, alors on courra peut-être un peu différemment, mais l'idée en tout cas c'est à nouveau de lever les bras. On a vu qu'hier, collectivement, on était fort, donc on a cette force collective qui permet d'envisager plusieurs plans tactiques. Et d'éliminer les équipiers de vos concurrents au fur et à mesure des tours? Oui, je pense que le final est propice effectivement à un écrémage avant la montée finale. Ça va peut-être se faire assez naturellement et je pense que c'est à notre avantage. Cette montée du Mont Poupée, elle vous avantage, elle vous correspond peut-être encore mieux que la Malatie hier? C'est vrai que par le passé, j'ai eu de meilleures sensations et de meilleurs résultats sur le Mont Poupée, donc j'espère que ce sera le cas cette année encore. Vous êtes le grand favori aujourd'hui? Oui, mais on a vu qu'hier, il y a quand même une concurrence. Enfin, j'ai pas gagné non plus avec 2 minutes d'avance, donc il y a une concurrence vraiment relevée. Et voilà, on va essayer d'assumer la course, mais je pense qu'on ne pourra pas l'assumer tout seul. Voilà, Guillaume Martin qui apprécie les courses en Franche-Comté, qui apprécie le Jura. Il y reviendra dans le Jura et dans cette côte de Thézy fin juillet avec le peloton du Tour de France. Guillaume Martin qui est prévu sur le Tour de France. Il y reviendra peut-être aussi lors du Critérium de Dole qui se déroulera juste après, organisé par l'un des mécanos de l'équipe Decathlon AG2R qui vit à Dole, Franck Boudot, que vous connaissez bien, Christophe. Franck Boudot, ouais, qui est un ami de longue date, que j'ai passé peut-être une dizaine d'années dans l'équipe AG2R La Mondiale chez lui, avec lui. C'était notamment un de mes mécanos.
notamment lui qui était là sur le Tour de France où j'ai gagné notamment l'Alpe d'Huez. Mais oui, voilà, mettre un petit coup de projecteur sur cette organisation. Donc le Critérium cycliste international du Grand Dol, donc, qui se passe à Dol, hein, et qui va se passer le 2 août. Alors ouais. J'allais dire le samedi, mais je n'ai même pas regardé ça à quel jour, mais voilà, le 2 août 2025. À noter qu'il y aura le Critérium international avec pléthore de professionnels qui auront participé au Tour de France et autres. Et il y aura aussi, pour le grand public, il y aura 2 cyclosportives avec 2 parcours proposés, un 71 km et un 113 km. Et à noter qu'il y a une bonne action derrière, c'est que une partie des revenus de la journée sera donnée à une association, en l'occurrence une association qui aujourd'hui aide les malades de Charcot. Et c'est en train de visser dans le peloton alors qu'on traverse Bracon et qu'on va aborder dans le peloton. Il y en a partout. Il y en a partout dans la descente. Hein. Il y a eu des cassures dans la descente sous l'impulsion des Total Energy et des Groupama FDJ qui sont surreprésentés dans le groupe d'une quinzaine d'hommes à l'avant. Et là, on va tourner légèrement à gauche pour aborder la côte de Bracon dans le peloton. Et l'écart qui se réduit, qui approche maintenant les 2 minutes. Et oui, ça accélère déjà parce qu'on a vu que dans le peloton, on pouvait un petit peu le faire exploser et donc piéger certains favoris, mais ça accélère aussi surtout parce qu'il faut absolument reprendre du temps aux hommes de tête. Donc la Groupama FDJ s'y est mis, s'y est bien attelé, bien aidé avec la Total Energy. On a vu des coureurs de la Visma Lease Bike qui ne se sont pas fait piéger dans la première cassure, des coureurs de l'équipe Decathlon à la mondiale aussi. Une OX également, je me demande si Magnus Cort n'est pas dans le groupe de tête. À l'expérience, forcément. Normalement, à l'expérience et surtout à la force, il doit être devant. Alors on a vu le Fort Saint-André tout à l'heure, voici le Fort Belin. Ils se font face au-dessus de Salins-les-Bains. C'est magnifique, Salins-les-Bains qui est enchâssé dans cette vallée. Alors que là, déjà, on peut supposer que beaucoup d'équipiers sont largués suite à cette accélération des Total Energy et des Groupama FDJ. Ouais, et là, on arrive dans la côte de Bracon. Donc voilà, tout de suite, hein, on enchaîne avec une autre montée. On a eu la descente qui s'est fait très rapidement, où on a vu des cassures. Il y a quelques coureurs, là, il y a un groupe qui est en train de rentrer. On va faire la jonction, mais comme on aura fait des efforts sur le plat, on risque de le payer là très prochainement si ça attaque. Là, la côte de Bracon, c'est 900 mètres à quasiment 10% de moyenne, hein, donc c'est très très raide. Mais c'est une route large hein, et ça a permis à ceux de derrière de revenir, de recoller. Là, les 2 premiers groupes ont fait la jonction. On voit Clément Berthet hein, à l'avant de ce peloton, Nance Peters, exactement. Ça remonte aussi du côté de Saint-Michel. On voit aussi un coureur de Wagner Bazin en tête. Alors que Eking attaque Rex de la Visma Lease Bike. Christian Eking qui s'en va en tête de la course à 20 km de l'arrivée. Ça c'est bien joué, c'est très bien joué. Il est en train de se débarrasser d'un coureur qui est moins fort que lui. Alors et puis il sent peut-être aussi le peloton revenir, c'est ça. Et du coup il décide d'y aller parce qu'il sent qu'il n'avance pas assez vite à 2. Ouais, c'est aussi pour ça que c'est bien joué. Là on voit il y a encore presque 2 minutes à 20 km de l'arrivée. Si on veut avoir une chance de mener à bien cette échappée, effectivement maintenant il faut plus se poser de questions. Et le meilleur moyen de ne pas se poser de questions, c'est d'y aller seul. Ouais, et là pendant quasiment une dizaine de kilomètres, alors ça va pas être plat, mais ça va être du faux plat descendant, du faux plat montant. Ce sera un peu plus simple, un peu moins difficile pour l'homme de tête. Effectivement, on va être sur des parties, on va se retrouver très très vite hein, au sommet de la côte de Chameau. Allez, Fabien Doubet à l'avant qui est en train de rouler. Ouais, alors qu'on retrouve à nouveau Guillaume Martin extrêmement bien placé. Hein. Ouais, il est là en 2e position. Allez, Fabien Doubet qui s'est écarté. Je pense qu'il a terminé son travail. Hein. Regardez maintenant, c'est encore à nouveau la Groupama FDJ qui vient là en tête de peloton. On a 4 coureurs pour la Groupama FDJ. Je pense que c'est Rudy Mollard en tête. Et effectivement, Guillaume Martin est là en 2e position. Clément Berthet, regardez, hein. Il est là en 5e position. Hein. Clément Berthet, aujourd'hui, on va pas réussir à le piéger au placement. Je crois qu'il a appris de ses erreurs d'hier, Clément. Non, mais c'est extrêmement frustrant hein, quand on sent qu'on a les jambes pour aller gagner la course et que sur une erreur de placement, on se retrouve trop loin. Et ben, c'est vrai que c'est très très frustrant et on l'a bien senti tout à l'heure dans son interview.
Oui, et puis il a été honnête, il a dit bon bah certes j'ai des jeunes coéquipiers, bon il y avait Nance Peters avec moi, mais j'aurais pu aussi faire l'effort en amont seul, et puis il s'est fait un peu piéger alors qu'il connaît personne, qu'il connaît parfaitement le terrain. Allez, on a basculé cette côte de Bracon pour le peloton. Toujours Rudy Mollard qui emmène. Là, regardez, hein, l'écart ne faiblit pas. 18 km et 1 minute 59. Donc attention, là il y a des équipes je pense. Alors la Groupama UDJ est en train d'assumer pleinement sa part de travail. La Total Energy elle a fait aussi ce qu'il fallait. Mais il y a des équipes, il va falloir qu'ils réagissent si on veut jouer la victoire aujourd'hui. Le deuxième des équipiers. Ouais, le deuxième des Guintelot, il est en 25e position. Hein, donc Clément Berthet n'aura pas forcément de coup de main pour rouler et pour réduire l'écart avec l'homme de tête Eking. Mais on peut aussi souligner la très bonne performance de l'équipe de l'homme de tête Unibet Tietema Rockets, qui est une équipe assez jeune qui a Adrien Maire, le français, dans ses rangs. Et Adrien Maire ce matin sur le podium de départ disait à quel point la Coupe de France était important pour son équipe. C'est une équipe qui court désormais sous licence française et ils sont très attachés à la Coupe de France. Ils sont d'ailleurs en tête du classement par équipe de la Coupe de France Unibet. Ah, mais c'est important pour ces équipes, le classement de la Coupe de France, ça les met en lumière. Bien entendu, c'est vraiment un classement qui compte, un classement qui est important. Mais je suis quand même inquiet pour le peloton. Il va falloir réagir grandement. Regardez l'écart, il repart au-dessus des 2 minutes. Christian Odeking, il a vraiment bien joué. Là, comment expliquer qu'un homme seul arrive à accroître son avance sur plusieurs hommes qui se relaient en tête de peloton? C'est là la petite subtilité, c'est que c'est pas plusieurs hommes qui se relaient. Il n'y a que Rudy Mollard qui est en train de rouler en tête de peloton. Là, c'est un match d'homme à homme. Là où il a bien joué, Christian Odeking, c'est que il a distancé son compagnon d'échappée avec qui il était, Tim Rex. Il l'a distancé parce qu'en fait, à deux, on est toujours un peu réticent à prendre des relais à fond. On ne se donne pas complètement. Et il a senti qu'il était au-dessus, qu'il était mieux, que Tim Rex n'allait pas pouvoir le suivre. Et puis maintenant qu'il est parti seul, lui, il n'a plus aucune question à se poser. Il faut qu'il roule le plus vite possible sur les 16 derniers kilomètres 400 qui lui restent. Donc voilà, maintenant, il n'a plus à réfléchir. Est-ce qu'il faut que je m'économise parce qu'il y a un coureur avec moi, comment je vais manœuvrer, tout ça? Non. Maintenant, voilà, il est isolé, il donne tout. Et pour l'instant, ça marche très très bien. Et aux premières loges, derrière l'homme de tête, on va retrouver sur la moto Emilien Diaz. Emilien, vous suivez Christian Eking, c'est ça? Alors non, pas exactement, en fait on est derrière poursuivant Tim Rex et il essaie de revenir Tim Rex sur Christian Eking, mais il a pris de l'avance l'homme de tête, pour vous dire, on l'aperçoit pas, il a pris quelques centaines de mètres d'avance. Tim Rex essaie de revenir là dans la descente après la côte de Bracon, on a passé le petit village de Pretin, il est pas très loin mais il a quand même un bel écart l'homme de tête dans les derniers. Ouais, il a été lâché à la pédale, donc on peut imaginer qu'il ne reviendra pas. Eking est bien plus fort. Puis on voit bien là, Eking, ça va vite, ça va vite, il a un bon coup de pédale. On voit que pour l'instant, pas de signe apparent, en tout cas, d'un coureur qui commence un petit peu à coincer. J'ai l'impression que Odeking, il est aujourd'hui, peut-être dans une grande journée, peut-être qu'on va se mordre les doigts à l'arrivée de l'avoir laissé un petit peu trop à l'avant. Allez, l'écart néanmoins est passé sous les 2 minutes. J'en profite pour vous relayer une question de Vicky qui nous regarde à Bordeaux. Christophe, la Groupama FDJ est très supérieure à la Visma Lease a Bike. Pourquoi? Alors c'est vrai, ici il y a la Visma qui est une des meilleures équipes au monde. Il y a la Groupama FDJ qui, on va dire, fait partie, est en deuxième rideau sur le circuit international autour de la 10e place mondiale. Mais sur ce triptyque comptoir, la Groupama FDJ est bien plus forte. Elle est plus forte tout simplement parce qu'elle a mis des coureurs qui sont capables d'aller gagner des courses en World Tour. Je pense à Rudy Mollard, je pense bien sûr à Guillaume Martin, qui sont des coureurs très performants au niveau World Tour. Ce qui n'est pas le cas de la Visma Lease a Bike. Alors certes, ils ont mis Kian Uijtebroeks, mais il nous l'a expliqué. On l'a expliqué depuis 2 jours. Il est là en reprise. Il ne s'est pas encore parfaitement entraîné. Il est juste là pour retrouver un peu des sensations et pour se tester, se faire plaisir. Et surtout, la Visma Lease a Bike a une équipe très très jeune. Je crois qu'en moyenne d'âge, c'est l'équipe la plus jeune au départ de ce triptyque. Donc voilà, on a tout simplement une équipe avec des coureurs en devenir et un coureur, Kian Uijtebroeks, qui lui est là un petit peu pour reprendre goût à la compétition.
Question de Léon à nouveau. Est-ce que Guillaume Martin ne se sacrifierait pas aujourd'hui pour laisser gagner un coéquipier? Alors attendez, je regarde là. Non. C'est le plus fort. Moi je regarde la liste. Ah non, oui. non, on est là pour gagner, on n'est pas là pour faire plaisir aux copains sous peine de se faire battre. Donc non, il faut rester humble. Le meilleur de l'équipe et surtout sur le parcours proposé aujourd'hui, c'est Guillaume Martin Guyonnet. Donc il faut absolument privilégier cette carte et j'ai aucun doute que dans l'équipe Groupama FDJ, on va privilégier sa carte. Oui, parce qu'un Rudy Mollard, un Clément Braz-Alfonso auront d'ailleurs peut-être plus de chance demain. Oui, puis Rudy Mollard, il est déjà en train de rouler, donc on l'a déjà mis, voilà, on l'a déjà utilisé dans le dispositif. Oui. Non, voilà, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, ce sera Guillaume Martin. Il n'y a qu'un seul cas où peut-être qu'on aurait pu miser sur une autre carte, c'est si Guillaume Martin avait dit pendant l'étape, à ses coéquipiers, ouais, je me sens pas super aujourd'hui, c'est pas une très bonne journée. Mais si ça avait été le cas, si Guillaume Martin n'avait pas d'ambition aujourd'hui, il ne se sentait pas très bien, on n'aurait pas ce mouvement de course là de la part des Groupama FDJ. Allez, un petit saut là pour Rudy Mollard. On se fait un petit peu plaisir. Mais voilà. Groupama FDJ, on rappelle, ils partent à 6 par équipe au matin. Là, ils sont toujours 4 à l'avant, alors que vous voyez qu'en deuxième rideau, Clément Berthet a récupéré un coéquipier. C'est Nance Peters qui est avec lui une fois de plus. C'est les deux plus expérimentés de cette équipe Décathlon AG2R. Et puis en troisième position, bien groupés également, les Total Energy. Autour de Jordan Jegat, dont on a compris qu'il était l'atout maître de cette équipe Total Energy aujourd'hui. Jordan Jegat, 4e sur la classique Grand Besançon-Doubs hier et 2e du Tour du Jura derrière David Gaudu l'an passé. Et il y a toujours match, il y a toujours match entre Christian Odeking et Rudy Mollard. Pour l'instant, Rudy Mollard, allez, on a repris 4-5 secondes là sur les 3 derniers kilomètres. Pour moi, pour l'instant, c'est pas suffisant, même si on sait que dans les 4 derniers kilomètres du Mont Poupet, bien entendu qu'on peut reprendre beaucoup de temps parce que c'est extrêmement difficile. Mais quand même, attention, à l'avant, c'est un coureur expérimenté qui a déjà fait des gros résultats par le passé. Attention à ne pas se faire piéger. Et là, quand je dis ça, bien entendu, je ne parle pas de la Groupama FDJ qui, elle, assume complètement sa part de travail. Je pense plus aux autres équipes. Je pense qu'il va falloir sacrifier des équipiers. Je pense qu'on ne peut pas comme ça laisser Christian Odeking avec autant d'avance. Là, on va bientôt arriver dans les 10 derniers kilomètres. Alors là, on va aller chercher l'ascension de la côte de Chameau. Donc déjà, on l'a vu tout à l'heure, elle est très difficile. Mais en tout cas, là, il ne faut pas perdre de temps. Rien n'est perdu, bien entendu. C'est complètement envisageable de reprendre cette minute 50. Mais je pense qu'il ne faut pas trop perdre de temps. Et alors ça m'avait échappé, Christian Odeking n'a pas terminé la course hier. Emilien, vous êtes derrière lui, dans quelle forme il vous semble? Là, il vient d'attaquer... Écoutez, Jérémy, il est plutôt bien, Christian Odeking. Pour l'instant, on ne le voit pas souffler. Là, il aborde la de Chameau. Il a jeté un petit coup d'œil derrière lui, mais il sait que pour l'instant, il n'y a personne à proximité. Je le trouve plutôt bien, plutôt à l'aise pour l'instant. Et il a le fessier sur la selle, il aborde cette côte assez tranquillement pour l'instant avec Christian Odeking. Et puis à l'expérience, on peut imaginer Christophe qui va mesurer ses efforts et donner tout ce qu'il faut quand il le faut, mais jamais plus, quoi. Oui, non, il ne va pas se faire exploser, il ne va pas démarrer la côte de Chameau à 100%, ça c'est sûr, il sait très bien gérer un effort. Donc il va lisser son effort, comme on dit, mais pour lui maintenant... Là, on est parti pour un vrai contre-la-montre. Il lui reste 11 km 300 à faire. Il faut qu'il essaye de faire la meilleure performance possible sur ces dernières 11 km 300 pour espérer l'emporter ici. Voilà, un homme de tête sur cette 19e édition du Tour du Jura, un peu plus de 11 km de l'arrivée. Le Norvégien Christian Odeking qui a notamment emporté il y a quelques années le maillot rouge de leader sur la Vuelta. Je regardais ses résultats depuis le début de saison, il n'a jamais fait mieux que 15e ou que 12e, c'était sur une course du Tour de Grèce. Autant dire qu'il n'a pas forcément brillé depuis le début de saison. Mais là, il bluffe son monde. Ouais, il est en train de surprendre tout le monde. On s'en est pas trop méfié dans le peloton. Mais il est peut-être en train
de montrer au peloton qu'il aurait peut-être fallu s'en occuper un petit peu plus tôt. Là, ça y est, on y est. Hein, pour le pied de la côte de Chameau, de la deuxième ascension de la côte de Chameau pour le peloton. Allez, l'équipe Uno X là qui est devant. On a l'équipe Arkea BNB Hotel, la Cofidis, la Total Energy, Groupama FDJ. Et puis là, on l'a dit, Clément Berthet et Nance Peters pour la Décathlon AG2R La Mondiale qui sont très bien placés là, en 8-10e position. Juste derrière Guillaume Martin qui s'est imposé hier à la Malatte. Alors que les Uno X, j'arrive pas à les identifier. Je ne sais pas si Magnus Cort fait partie des deux qui roulent à gauche, là, à gauche de la route. Allez, un Cofidis, un Total Energy pour cette ascension de la difficile côte de Chameau qui a été intégrée à la boucle finale de ce Tour du Jura avec Jesus Serrada pour la Cofidis qui roule. Non, c'est pas Magnus Cort hein, qui est là sur la droite pour l'équipe Uno X. Et devant, on voit Christian Odeking qui, lui, pour l'instant, il ne flanche pas. Hein. Il monte bien au rythme. On le voit, hein, toujours bien assis sur sa selle, une bonne fréquence de pédalage. Donc ça, c'est quand même le signe d'un coureur qui n'est pas en train de coincer. On va retrouver Emilien Daz sur la moto. Emilien, en plus, il y a du monde autour de l'homme de tête pour l'encourager. Hein. Ah oui, on est pour la deuxième fois là dans cette côte de Chameau. J'ai l'impression qu'il y a même plus de monde que tout à l'heure. Énormément de public là sur le bord de la route pour encourager l'homme de tête. Alors il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il y a juste une voiture qui passe dans cette côte de Chameau, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de Jurassiens qui se sont amassés pour encourager l'homme de tête qui lui continue son cavalier seul pour l'instant. Il ne flanche pas, Christian Odeking, Jérémy. Et puis je peux vous dire que cette côte de Chameau, elle est bien connue des cyclistes autour de Chalin. C'est une bosse sur laquelle on se teste. Et puis pour la petite histoire, c'est un certain Christian Scaroni qui détient le record de cette montée il y a quelques années sur un Tour du Jura. Ouais. Christian Scaroni qui a brillé hein, sous le maillot d'Astana en début de saison. Allez, en deuxième position, là on voit le coureur d'Arkea BNB Hotel, c'est Louis Roulant. Qui était à l'avant hier. Qui était déjà à l'avant hier. Clément Berthet, regardez, hein, il est remonté, il est en deuxième position du peloton. On a juste derrière lui Jesus Serrada et là on est en train de reprendre Team Rex hein, qui était dans l'échappée matinale. En tout cas, ils auront montré le maillot, hein. Les jeunes de la Visma Lease Bike. On a Team Rex aujourd'hui. On avait un de ses jeunes coéquipiers hier qui aussi a été l'un des derniers à résister au peloton. Voilà, ils jouent crânement leur chance. On leur a donné carte blanche sur ce triptyque comtois et ils vont dans les échappées faisant fi d'une course pour un gros leader puisque vous l'avez compris, Kian Uijtebroeks, le jeune prodige belge de la Visma Lease Bike, celui qui est un peu peut-être trop rapidement défini comme le successeur de Jonas Vingegaard sur les courses par étapes. Kian Uijtebroeks est en méforme ou en tout cas il est en convalescence pour retrouver la forme. Alors que c'est la Groupama FDJ et la Décathlon AG2R qui ouvrent la route dans le peloton pour revenir sur l'homme de tête 1 minute 30 à 10 km de l'arrivée. Il tourne encore bien les jambes. Hein. Oui, et il va y avoir encore un petit bout de descente. Ça va l'avantager pour pouvoir conserver son avance, pour pouvoir récupérer un petit peu. On va aller chercher le Mont Poupet. Attention, je le redis, hein, mais 1 minute 30 à 10 km de l'arrivée, même s'il reste le Mont Poupet à escalader, pour moi, ça commence à devenir dangereux. Alors que le peloton ne compte plus qu'une trentaine, une quarantaine d'unités. Là, ça a fait très très mal cette deuxième ascension de la côte de Chameau, sous l'impulsion notamment d'un coureur de la Groupama FDJ, suivi comme son ombre par Clément Berthet. On a compris que Clément, il voulait absolument faire la course en tête de peloton. Aujourd'hui, ouais, c'est en train de casser de partout là. Dans la deuxième partie de cette côte de Chameau, on va bientôt arriver au sommet de cette côte de Chameau. Ouais, Clément Berthet en deuxième position, Louis Roulant pour Arkea BNB Hotel en troisième. Ensuite, on a Guillaume Martin qui est là. Derrière, il me semble que c'est Jesus Serrada.
Alors, un autre coureur de l'équipe Arkea Biel-Biotel, on a Jordan Jegat aussi qui est là-bas pour l'équipe Total Energy en 7-8e position. Et Guillaume Martin, tout le temps en danseuse. Hein. C'est son style caractéristique. On dit pourtant souvent que être en danseuse, lever les fesses de la selle, c'est énergivore. Lui, il assume et il est bien comme ça. Il monte rapidement comme ça. Ouais, c'est son style. Hein. On l'a vu hier, il a attaqué à peu près 2 km 500 de l'arrivée et il a quasiment fait les 2 derniers kilomètres 500 en danseuse. Hein. Il en a fait au moins 2 km. Donc voilà, c'est son style en pur grimpeur de monter très souvent en danseuse. Ils sont plus qu'une trentaine hein, dans le peloton. Ça a évidemment explosé de partout. La Groupama, hein, ils assument hein, quand même le statut de favori. On rappelle hein, sur ce triptyque comtois, ils ont tout simplement réalisé le triplé l'an dernier avec sur la classique Grand Besançon-Doubs et sur le Tour du Doubs 2 victoires de Lenny Martinez, passé à l'intersaison dans une autre équipe, une équipe concurrente. Il n'est plus chez la Groupama FDJ. Et puis le samedi sur le Tour du Jura, ici au sommet du Mont Poupée, c'est David Gaudu qui s'était imposé. Lenny Martinez avait eu un coup de chaud dans la montée. Et David Gaudu avait remporté une victoire qui l'avait un peu remis sur les rails pour la fin de saison d'ailleurs. Et regardez, hein, Cristiano Deking, lui, il commence pas, il continue toujours sur le même rythme. Il va bientôt arriver hein, au sommet de cette côte de Chameau. On arrive dans le virage, là va y avoir un replat, puis une grosse descente quelques kilomètres avant d'aller chercher la montée finale, la montée du Poupée, un peu plus de 4 km d'ascension à quelques 10%, 9-10% de moyenne. Là c'est dur, on voit que c'est dur pour tout le monde. Ouais, bah oui, c'est dur, on le rappelle, aujourd'hui il y avait 3000 mètres hein, de dénivelé positif, on a dû en faire 2500. Donc oui, puis finalement il fait bon hein, dehors, hein. On voit tous les coureurs, hein. Personne n'a de manchette, personne n'a de jambière. Et ça aussi, hein, par rapport à hier, on avait peut-être eu un petit peu froid, aujourd'hui on voit que les coureurs ça transpire, donc ça joue aussi, hein, les conditions climatiques. Et même les spectateurs qui transpirent bien moins que les coureurs, là devant nous au sommet du Mont Poupée où la foule commence à s'amasser pour accueillir le peloton de ce Tour du Jura, eh bien il y a beaucoup de personnes qui sont en manches courtes, en polo, en t-shirt. Hein. Il fait bon effectivement, le soleil brille sur le Jura en ce samedi. Et voilà le peloton qui arrive dans la commune de Saint-Thiébaut au sommet de cette côte de Chameau et qui va basculer à son tour dans la descente pour rejoindre le bas du Mont Poupée. 3 à 4 km de descente assez rapide, route large par endroit. D'abord une route assez étroite, puis la route s'élargira. Et toujours un écart supérieur à la minute, hein, Christophe. Ouais, toujours un écart conséquent. Encore 1 minute 06 d'avance à 8 km de l'arrivée. Là, on va avoir à peu près 2 km de descente, un tout petit peu de plat. Et puis, on va partir pour les 4 derniers kilomètres en direction de l'arrivée du Mont Poupée. Alors, il y a Dominique de Besançon qui nous dit pourquoi ne pas plutôt organiser un Tour de Franche-Comté en 3 étapes avec un classement général plutôt qu'un triptyque avec 3 courses d'un jour. Alors là, il faudra demander aux organisateurs, mais il faut quand même savoir que la classique Grand Besançon-Doubs et le Tour du Jura, c'est le même organisateur, mais le Tour du Doubs, demain, c'est un autre organisateur. C'est le VC Morteau-Montbenoît, qui est un club qui a une très forte équipe féminine d'ailleurs. Donc déjà, on a réuni ces 3 courses sur le même week-end. Ça, c'est déjà une très bonne chose, c'est très intelligent. Ça permet de mutualiser un petit peu les coûts, aussi bien pour les organisateurs que pour les équipes. Après, voilà, c'est un autre schéma d'organiser une course par étape. Il faudrait que les organisateurs s'entendent entre eux. Et puis, je ne suis même pas sûr que si on demande aux équipes et aux coureurs, je pense que c'est bien 3 courses d'un jour comme ça, avec des profils difficiles mais différents à chaque fois. Je trouve que la formule est bonne de mon point de vue. Une vingtaine de coureurs dans le peloton, oui, et puis cette formule, effectivement, les organisations de courses sont différentes. Et puis pour les équipes, c'est bien parce qu'on vient
avec 6 coureurs chaque jour en course, mais on vient avec une dizaine de coureurs. On fait tourner les coureurs sur les 3 jours, alors que si c'était une seule et même compétition, eh bien, il faudrait aligner la même équipe pendant 3 jours. Et puis pour les organisateurs, je crois que si on passe course par étape, il y a des engagements financiers notamment vis-à-vis des équipes qui sont très différents. Entendu. Alors que organiser 3 courses d'un jour, même collées, mais ça rentabilise le déplacement aussi pour les équipes. Hein. Elles viennent, la Visma Lease Bike d'ailleurs, qui vient sur le triptyque comtois pour la première année, c'est une formidable reconnaissance pour ces courses. Ça veut dire que ces courses, par leur profil, par leur organisation, ont séduit une équipe du top niveau mondial, du top 5 mondial. Ils viennent pas n'importe où, la Visma Lease Bike. Non, c'est des courses qui, d'année en année, prennent de l'importance dans le calendrier, pas seulement français, mais même dans le calendrier international. Tous les ans, c'est des courses qui sont diffusées à la télé, donc tout le monde les voit, tout le monde les observe et tout le monde a bien identifié qu'on était sur des parcours difficiles. Allez, moi j'avais fait un pointage. Bah c'est ça, on est bon. Hein. Moi j'ai 56 secondes là exactement en bas là au croisement. Donc on est bon avec l'écart GPS. Donc on est passé quand même sous la minute. Et dans 2 km, on sera au pied du Mont Poupet. Et l'homme de tête va aborder en tête, avec de l'avance, le bas du Mont Poupet. Le Mont Poupet, c'est un peu plus de 4 km, je vous le disais, à 8,5% de moyenne, mais il y a des passages à 16%. Et puis on peut estimer que les coureurs vont le gravir entre 10 autour de 11 minutes. C'est à peu près ça, ouais. C'est ce que vous avez fait ce matin, Christophe? Moi, en voiture, 10, en voiture. Minutes, ouais. En voiture, on a dû mettre 8 minutes, peut-être 7. Alors que c'est toujours la Groupama FDJ hein, qui emmène ce peloton très réduit au sortir de la côte de Chameau. Les grosses équipes ont placé leurs hommes dans ce final du Tour du Jura. Vous voyez la Groupama FDJ, vous voyez Decathlon, vous voyez Arkea, vous voyez la Visma Lease Bike, la Total Energy. C'est simple, les hommes forts de ce triptyque comtois vont s'expliquer sur les pentes du Mont Poupet. Et aussi, on ne les voyait pas sur le premier plan, mais quand le plan s'est élargi, on les a vus derrière les World Team françaises et derrière la Visma Lease Bike. Il y avait ces diables d'Espagnols de Kern Pharma qui ont placé un homme sur le podium hier. Ils sont toujours redoutables hein, sur le triptyque comtois. Roger Adria, il y a quelques années, avait fait podium également. Hier, c'est José Manuel Diaz Gallego qui est monté à nouveau sur la boîte au sommet de la classique Grand Besançon. Ils sont là, présents, les Espagnols de Kern Pharma. Allez, Jordan Gégat là, qui est là pour la Total Energy. Là, on voit Guillaume Martin. J'ai évidemment confondu la Kern Pharma avec Burgos. Oui, oui. Ouais. Faut pas hésiter à me corriger, Christophe. Non, la Kern Pharma qui compte dans ses rangs. Aujourd'hui, il n'était pas là hier, mais Ivan Sosa. Hein. Ivan Sosa, ça peut être aussi un énorme client dans une difficulté comme le Mont Poupet. Alors que Burgos est un peu plus loin, mais à mon avis, on va retrouver Diaz Gallego quand même. On va le retrouver. Vu ce qu'il nous a montré hier, je pense que là, le Mont Poupet, il devrait être présent avec les meilleurs. Les magnifiques paysages du Jura. C'est un formidable département à découvrir alors que l'on passe au Café du Mont Poupet. Voilà, on a pris la route du Poupet et les coureurs dans moins d'1 kilomètre vont tourner à gauche pour entamer l'ascension. L'homme de tête, j'imagine, il doit y être à mon avis l'homme de tête dans les premiers hectomètres de l'ascension du Mont Poupet alors que l'écart tourne autour de la 40aine de secondes. Voilà, il est là. Voilà, il est. Ça y est, les premières pentes. Hein, changement de rythme. Poupet, changement de rythme, changement de développement. C'est quasiment tout à gauche. Hein. On voit là 4 km, 8,6 de pourcentage moyen, des passages à 16%, notamment dans la partie finale, dans le dernier kilomètre. Donc voilà, une ascension très exigeante et le peloton qui est revenu à 40 secondes.
Alors attention, hein, parce que dans le peloton, quand le coureur de la Groupama UDJ va s'écarter, qui va prendre le relais derrière, qui va rouler? On a toujours Clément Berthet, hein, juste derrière l'homme qui roule en tête Clément de Braz-Alfonso. Ouais, c'est ça, ouais. Quel boulot hein, pour Clément Braz-Alfonso, hein, comme hier. Hein. Hier d'ailleurs, Guillaume Martin l'a cité hein, dans son interview d'arrivée. Clément a fait un formidable travail au pied de la Malade. Il m'a d'ailleurs dit d'attaquer au moment où il s'est écarté. J'ai attaqué de suite, c'était prévu du tableau noir. C'était vraiment ce qui avait été prévu le matin dans le bus de la Groupama FDJ. On va voir si le scénario est similaire, alors que pour la Visma Lease Bike, c'est le jeune Jørgen Nordhagen qui a brillé dans les catégories de jeunes, qui est présent dans le groupe de tête parti à la poursuite de Christian Odd-Eking. Et les deux coureurs de Arkea BNB Hotel, hein, c'est Christian Rodriguez et Louis Roulant. Ils sont là en 3. Quelle santé, Louis Roulant aussi. Ouais. Hein. Ah non, beau coureur aussi qui montre des belles qualités. Voilà. Martin qui est là dans son style caractéristique en danseuse. On aperçoit aussi Jordan Gégat là pour la Total Énergie. Ah, ça commence à être dur là pour Louis Roulant. Il est en train de reculer, le coureur d'Arkea BNB Hotel. Il reste bien entendu Christian Rodriguez qui est là en 3e position pour Arkea BNB Hotel. Oui, Arkea qui a perdu hier hein, sur chute son homme fort, hein, Ewen Kostiou, qui était l'homme qui était désigné comme le leader chez Arkea BNB Hotel, qui est tombé dans la descente après la première ascension de la Malade et qui s'est d'ailleurs fracturé le scaphoïde droit. Ouais, voilà. Sur cette chute malheureusement, donc il va être à l'arrêt un petit peu, même si bon, scaphoïde, on peut faire de l'entraîneur, on peut continuer un petit peu à s'entraîner, mais c'est quand même une blessure qui met du temps. Allez, Clément Braz-Alfonso devant Clément Berthet, et puis le maillot rouge d'Arkea BNB, c'est Christian Rodriguez qui a fait une place d'honneur hier. Christian Rodriguez, il était bien placé au sommet de la Malade. Il a fait 9e. Oui, oui, il était dans le top 10 effectivement. Alors que l'avant-garde du peloton ou de ce qu'il en reste n'aperçoit toujours pas l'homme de tête. Il y a toujours une grosse vingtaine de secondes d'écart, et effectivement ça commence à être dur pour Clément Braz-Alfonso. Ça fait plusieurs kilomètres qu'il roule et il reste 3 kilomètres avant l'arrivée ici au sommet de du Mont Poupée. J'allais dire de la Malade, c'était hier, j'avais 24 heures de retard. Non mais ça va le faire pour ce groupe-là, le groupe des favoris. Là on va revenir hein, sur Christian Odd-Eking, parce que dès qu'on va attaquer, on va tout de suite lui reprendre beaucoup de temps. Là pour l'instant, il faut encore attendre. On est loin de l'arrivée, elle est longue hein, cette ascension. Il va y avoir aussi un replat à un moment donné après les 2 km. Pour l'instant, parmi les favoris qu'on a annoncés depuis le départ, aucun ne s'est découvert. Ouais, ça avance bien moins vite hein, pour l'homme de tête. Là, il commence à, ça fait un moment. Il est parti depuis les tout premiers kilomètres hein, de ce Tour du Jura. Et les jambes commencent à être lourdes hein, et c'est bien normal. Alors que il y a encore un Wagner Bazin, sûrement leur grimpeur dont le nom m'échappe juste là, de Thiers, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, Floris de Thiers. Floris de Thiers qui était attaque de Clément Berthet. Ah voilà. Et voilà, il a déclenché Clément Berthet. Pour l'instant, on ne réagit pas derrière. Personne n'y va. Guillaume Martin reste pour l'instant dans le peloton, personne ne réagit. Ah si, ça y est, dans un deuxième temps. Martin, il y va. En fait, je pense qu'il comptait sur notamment Christian Rodriguez d'Arkea BNB Hotel pour réagir. C'est la réponse du berger à la bergère par rapport à hier. C'est ce qu'on attendait aujourd'hui. Clément Berthet, hier frustré, qu'il sait qu'il a fait une erreur. Et ben aujourd'hui, il a envie de montrer qu'il a le niveau, qu'il a la patte, qu'il peut jouer la victoire. Alors que Guillaume Martin, qu'on annonçait très fort, qui a montré qu'il était très fort hier sur les pentes de la Malade pour la classique Grand Besançon, revient au tempo sur Clément Berthet, parti lui en chasse de l'homme de tête Christian Odd-Eking. Et Clément
Clément qui est poursuivi par Guillaume Martin avec dans sa roue le jeune Nordhagen de la Visma Lease Bike qui était un peu aux abonnés absents hier sur la Malate, mais là qui semble en bien meilleure forme aujourd'hui. Ouais, et il semble très bien Nordhagen parce que derrière on n'a plus que 3 coureurs dans la roue de Guillaume Martin. Et regardez Guillaume Martin, il n'arrive pas à revenir sur Clément Berthet pour l'instant. Pour l'instant, c'est statu quo entre les deux coureurs. C'est un match d'homme à homme. Il y a une quinzaine de mètres, 20 mètres de retard là pour Guillaume Martin. Alors que le Saint-Michel Préférence Homme que vous avez vu dans le deuxième groupe, c'est Nicolas Bruyard qui a fait une place d'honneur hier aussi au sommet de la Malate. Et derrière, on a vu un Jordan Jegat là qui est en train de coincer. On a le 55 aussi. Ouais. 55, c'est Gutiérrez Gonzalez de l'équipe Carm Pharma. Avec Guillaume Martin, toujours avec Nordhagen. Ah, Nordhagen, il a explosé, j'ai l'impression. Il est en train d'exploser, Nordhagen. Guillaume Martin a fait exploser tout le monde. On va retrouver peut-être les deux Français au coude à coude pour le final de ce Tour du Jura. Le match qu'on vous annonçait hier entre Clément Berthet et Guillaume Martin. Guillaume Martin qui a gagné la première manche de ce triptyque comtois hier et qui est parti à la poursuite de Clément Berthet, le bisontin d'origine jurassienne qui ouvre la route sur cette ascension du Mont Poupée. Les deux Français qui sont en tête dans ce final du Tour du Jura. Oh, quel match entre Clément Berthet et Guillaume Martin. C'est magnifique. On a Nordhagen derrière qui est en troisième position, qui s'est fait distancer. Et regardez qui est quatrième. Christian Odeking, il est toujours là quand même. Bien, Alors, il ne gagnera pas aujourd'hui, mais en tout cas, il va faire une belle place à l'arrivée. Derrière, on voit Jordan Jegat au fond là-bas. Qui n'est pas content. Non. Il était en train de s'énerver, je ne sais pas après qui. Après le Carm Pharma, je pense, le coureur de Carm Pharma. Ah, il voulait qu'il lui prenne des relais. Alors là, on est vraiment dans un bras de fer. L'écart ne diminue pas. Il est plutôt stable. Peut-être que Guillaume est en train de gérer. Je ne sais pas. Il le garde à portée de fusil. Peut-être, mais peut-être que oui. Peut-être qu'il est en train de lisser son effort. Parce que c'est vrai que le fait de revenir sur Clément Berthet, obligatoirement, on va se regarder entre les deux coureurs. Donc voilà, peut-être que le fait de le laisser à une vingtaine de mètres devant, ça permet que tout le monde continue de poursuivre son effort. Allez, alors que là, vous voyez le deuxième groupe, le groupe des battus, entre guillemets. Allez, Clément Berthet qui se fait rejoindre au moment du replat, alors qu'on va bientôt passer la flamme rouge qui est en train d'être rejoint par Guillaume Martin. Ça y est, les deux Français sont en tête. On va retrouver les deux Français qu'on annonçait les grands favoris de ce Tour du Jura, de ce week-end. Et les deux sont ensemble. Ils vont attaquer le dernier kilomètre, la flamme rouge, la partie la plus difficile. Ils vont l'attaquer ensemble au coude à coude. Et là, forcément, ça rappelle le final du Tour du Doubs l'an passé au sommet du Larmont. Clément Berthet était là, il était aussi accompagné par un coureur de la Groupama FDJ, mais c'était Lenny Martinez et pas Guillaume Martin. Et là, les deux Français vont se disputer la victoire sur ce Tour du Jura avec les dernières pentes très difficiles de ce dernier kilomètre du Tour du Jura. Et c'est là, on y est, ça y est. Là, c'est très très difficile. Là, on a pris cette petite route là sur la droite, on est dans le dernier kilomètre, il reste 900 mètres. Et là, on va avoir une grande ligne droite là avec la prairie sur la gauche. Là, c'est très très raide. On a 10-12%. Ça s'est regroupé à l'arrière, il y a Ressou Serrada, me semble-t-il, qui est parti en chasse du duo de tête, alors que Clément Berthet continue d'emmener là, ouais. Il emmène devant Guillaume Martin. Pour l'instant, il n'emmène pas à fond, Clément Berthet. Il observe, il ne veut pas se faire surprendre par Guillaume Martin. On impose juste un rythme soutenu, mais on n'est pas encore à fond. Ça peut être la chance des hommes de derrière qui ont été distancés dans un premier temps sur les premières pentes de ce Mont Poupée. Le duo de tête qui se regarde, qui s'observe, qui s'épie. Ce sera difficile pour le coureur de Cofidis. Je sais pas si c'est Ressou Serrada, c'est peut-être bien Bourman derrière. Il y a Bourman et Sylvain Moniquet aussi, était le meilleur des Cofidis, me semble-t-il. Il était dans le top 10 hier. Je pense que c'est Bourman. À l'allure là comme ça, je pense que c'est Bourman là-bas. Tout le monde se voit là, les 10 premiers là, tout le monde se voit. Allez, Cristian Rodriguez là qui est en train de sortir pour la Arkea BNB Hotel pour aller jouer le podium. Et c'est bien ça, c'est Emmanuel Bourman qui est là-bas le 31 pour l'instant. Bien vu Christophe, l'Allemand de la Cofidis. Allez, Clément Berthet
Clément Berthet, Guillaume Martin. Pour l'instant, Guillaume n'a pas bougé de la route. Clément Berthet. J'ai l'impression que Clément Berthet, il est en train de faire mal à Guillaume Martin. Ah, ça s'est rassis pour Clément Berthet là. Ça va se jouer au sprint entre les deux coureurs. On va avoir droit à un sprint. Il reste 500 mètres. Et comme disait Théophile Vassal et Théo Delacroix lors de la reconnaissance, s'il y a un sprint, il faudra que ce soit deux hommes très forts. Eh bien, c'était des propos prémonitoires dans notre reconnaissance, puisque ce sont deux hommes forts, deux Français qui vont aborder ensemble les derniers hectomètres de cette ascension. Et c'est plus facile. C'est plus facile. Les 250 derniers mètres, c'est quasiment plat. Donc attention de ne pas se faire surprendre. Il va falloir... Quel est le meilleur sprinter là? Alors là, je suis incapable de vous dire. Pour moi, c'est Clément Berthet. Après, avec tous les efforts qu'il a fait, il est devant. Il ne faut pas non plus se faire surprendre. Je pense que c'est aussi celui qui va réussir à surprendre l'autre qui va s'imposer. Regardez, Clément Berthet, ça y est, qui lance maintenant. Il lance à l'amorce dès ces 300 derniers mètres. On va récupérer le petit bout de plat. Guillaume Martin, là, il est bien calé dans la roue. Guillaume, c'est Guillaume qui passe. Guillaume Martin qui contre-attaque Clément Berthet. Clément Berthet qui baisse la tête. C'est Guillaume Martin qui va certainement ça. Est-ce que Clément arrive à revenir? Non, j'ai l'impression que Guillaume Martin qui va s'imposer et réaliser le doublé ici au sommet du Mont Poupée. Clément Berthet, vainqueur de ce Tour du Jura devant Clément Berthet. Clément Berthet, troisième hier, deuxième aujourd'hui. Mais le double vainqueur de ces deux premières manches du triptyque comtois, c'est bien le trentenaire de la Groupama FDJ, Guillaume Martin. Et derrière pour la Burgos, c'est Diaz Gallego. Notre ami Diaz Gallego, il a fait deuxième hier. Deuxième hier, troisième aujourd'hui. Et on a vu Cristian Rodriguez pour l'Arkea BNB Hotel venir chercher la 4e place. Nicolas Breuillard qui arrive maintenant, les Kern Pharma, le jeune Nordhagen de la Visma Leasebike. Et c'est Clément Braz-Alfonso qui arrive déjà pour la Groupama FDJ. Il était placé hier, il va être encore placé aujourd'hui en deuxième rideau après avoir bossé pour son leader. Bravo à la Groupama FDJ aujourd'hui. On a encore une fois parfaitement manœuvré. Là, on voit Braz-Alfonso qui a passé la ligne. Il a fait un gros travail au pied du Mont Poupée. Mais on rappelle avant les autres coureurs qui ont travaillé, Tom Denenweert, Rudy Mollard, Brieux Roland et Oscar Nilsson Julien. Voilà, on voit Guillaume Martin, vue d'hélicoptère, vainqueur. Il n'y a pas eu photo au sprint. Je disais que Clément Berthet était plus rapide, mais là on est sur un sprint particulier quand même. On est au sommet du Mont Poupée, ça fait une dizaine de minutes qu'on est à fond. Et voilà, Clément Berthet qui a tenté de lancer de loin pour surprendre Guillaume Martin. Voilà, on le voit, c'est ce moment-là. Mais voilà, Guillaume Martin. Mais il avait géré en fait. Il a géré son écart avec Clément Berthet depuis l'attaque de Clément Berthet à 3 km de l'arrivée. Il l'a tenu à distance, il est revenu sur lui, il est resté derrière intelligemment. Il a laissé Clément Berthet. À un moment, on a cru que Clément Berthet était en train de l'épuiser dans les roues derrière, mais en fait non, il gérait. Il a bien géré son affaire. Il gérait. Après, j'ai eu l'impression quand même qu'on lui posera la question tout à l'heure, mais j'ai l'impression quand même que Guillaume Martin a souffert dans le dernier kilomètre dans la route Clément Berthet. Il était vraiment limite. Après au sprint, il n'y a pas eu photo, mais on voit dans l'attitude quand même que Guillaume Martin était, je pense, j'ai l'impression quand même plus déterminé que Clément Berthet. Guillaume Martin avait les mains en bas, Guillaume Martin était prêt à en découdre, à sprinter. C'est vrai que Clément Berthet, c'était un peu plus les mains aux cocottes. C'était, voilà, je pense qu'on est moins efficace en gardant les mains comme ça en haut du guidon qu'en vraiment en mettant les mains dans le creux du cintre. Allez, on va essayer d'avoir la première réaction de Guillaume Martin, vainqueur du Tour du Jura. 11e victoire professionnelle. Il avait attendu quasiment 1000 jours pour gagner sa 10e victoire pro. Entre sa dernière victoire et la victoire d'hier, il y a eu 980 et quelques jours, je crois. Et bien là, il en enchaîne 2 de suite. Et du coup, ses 2 premières victoires sous ces nouvelles couleurs de la Groupama FDJ. Et puis on vous rappelle, deuxième c'est donc Clément Berthet pour la Décathlon AG2R. Et puis pour compléter ce podium, un coureur espagnol de Burgos, José Manuel Diaz Gallego. En fait, nous avons exactement le même podium qu'hier à la classique Grand Besançon-Tout. Les hommes forts sont présents en tête. Et puis dans le top 5, on retrouve aussi l'Espagnol Cristian Rodriguez pour Arkea BNB et Emmanuel Bourman, l'Allemand de la Cofidis. Suivent Jordan Jegat, Christian Ecking
Christian Hecking est resté dans le top 10. Nicolas Breuillard pour Saint-Michel, préférence Home Aubert 93, alors que Guillaume Martin est au micro d'Emilien Diaz. On vous écoute, Emilien. Guillaume, on a eu l'explication tant attendue encore avec Clément Berthet. 2e victoire en 2 jours. Vous étiez le plus fort là, à la pédale dans le Mont-Poupée? Autant hier, je le pense. Aujourd'hui, il y avait vraiment un match avec Clément qui était vraiment super fort. Peut-être que si je ne gagne pas hier, j'ai pas la confiance pour gagner aujourd'hui, pour accepter de ne pas rouler dans le final. J'ai vraiment tout joué pour la victoire plutôt qu'assurer une place. Et dans le sprint aussi, c'est peut-être la confiance qui a fait la différence. Je pense qu'on était de niveau physiquement à peu près égal. Ça fait 2 victoires en 2 jours, c'est quand même pas rien aussi pour votre équipe. Oui, c'est sûr, on n'a pas eu énormément de succès depuis le début de l'année, mais là on arrive à les enchaîner grâce à un collectif, je crois qu'on l'a vu encore une fois, super solide aujourd'hui. Donc ça fait du bien pour l'équipe, ça fait du bien à titre personnel. Je n'avais pas gagné depuis quasiment 3 ans et là j'ai attendu moins longtemps pour gagner la course suivante, donc je suis super heureux. Merci beaucoup Guillaume. Voilà, Guillaume Martin qui confirme ce que vous pressentiez, hein, Christophe. Et effectivement, la Groupama FDJ avait 2 victoires depuis le début de saison. David Gaudu au Tour d'Oman et Romain Grégoire en Ardèche dans des conditions un peu rocambolesques. Et bien, la Groupama FDJ a désormais 4 victoires grâce à Guillaume Martin sur le triptyque comtois. Et ça continuera demain. Et du coup, Guillaume Martin passe en tête de la Coupe de France. Parce que 2 fois 70 points, c'est ce que l'on marque en cas de victoire sur la Coupe de France. 2 fois 70, ça fait 140. Et Guillaume Martin est du coup largement en tête de cette Coupe de France devant Clément Berthet. Vous le voyez, le classement général... ah non, c'est pas la Coupe de France que j'ai là. Je croyais que... si, c'est la Coupe de France. Oui, pardon. Et du coup, José Manuel Diaz Gallego, bah, c'est simple. C'est le podium du jour. Voilà. Vous voyez les courses franc-comtoises qui chamboulent le classement général de cette Coupe de France. On peut noter à nouveau la bonne performance des équipes françaises au-delà de la Groupama FDJ, au-delà de Decathlon, AG2R, Arkea qui place Christian Rodriguez alors qu'ils ont perdu Ewen Kostiou hier dans le top 5. La même chose pour Cofidis, Emmanuel Bourman qui semble retrouver la forme chez l'équipe Cofidis. Jordan Jegat 6e pour la team Total Energy. Et puis Unibet qui, on le rappelle, a une licence française avec Hecking qui a fait toute la course en tête ou presque. Saint-Michel, préférence Home Aubert 93 avec Nicolas Breuillard qui signe une nouvelle place d'honneur à la 8e place. Les Français sont présents sur ce triptyque comtois. Alors qu'on découvre la croix au sommet de ce Mont-Poupée, le Mont-Poupée qui domine Salins-les-Bains. Je vous donne rendez-vous pour la 3e manche du triptyque comtois. Ce sera demain à 14h30, le Tour du Doubs entre Pontarlier et Morteau. Et Christophe, on le rappelle aux téléspectateurs, pas de télé demain, simplement Internet sur le site France.tv ou les sites régionaux de France Télévisions. Même depuis le canapé, t'arrives pas à suivre les coureurs. C'était le cyclisme avec Total Energy. C'est physique.